Allez, rebonjour ou bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est en direct des playoffs 2025 de Futnet, autrement appelé le tennis ballon pour ceux qui connaissent plutôt ce sport sous cette appellation. Et nous sommes à Nantes, ou plus exactement à Rezé, dans la commune voisine, au gymnase Arthur Dugast, pour assister maintenant à la finale de la 3e place après avoir assisté aux 2 demi-finales à partir depuis 11 h ce matin. Vous avez une première demi-finale, les Sables d'Olonne contre Olympiakos. C'était les 2e et 3e de la saison régulière. Certains considéraient ce match comme la finale avant la lettre et on a terminé la rencontre sur un duel absolument fantastique. 3-7-2 pour les Sables avec un scénario un petit peu dantesque puisque le meilleur joueur et le meilleur joueur des Sables s'est blessé à la fin du 4e set et malgré cela, eh bien, les Sables se sont imposés 3-7-2 et je viens de parler un peu avec les joueurs d'Olympiakos. On a entendu qu'il y avait quelques petits problèmes internes dans leur équipe. Il y a eu quelques embrouilles comme ça arrive dans toutes les équipes du sport, comme ça m'est arrivé, comme c'est arrivé à tous les gens qui font du sport. Et bien des fois, il y a quelques petits soucis. Et la 2e demi-finale, en revanche, Nantes contre Issy-les-Moulineaux, ça a été totalement l'inverse. Ça a été un peu le match à sens unique où Nantes, le champion, le quadruple champion en titre, qui était le premier de la saison régulière, a déroulé et s'est imposé 3-7-0 sans trembler, avec des rentrées de ses remplaçants qui ont vraiment fait leur taf. Les titulaires sont revenus après. C'était vraiment une promenade totalement huilée pour l'équipe de Nantes qui va donc jouer à 17 h la finale du championnat de France 2025 contre les Sables Vendée. C'est la 10e fois en 12 ans que cette finale va se jouer et ça sera donc, eh bien, pas de surprise, une de ces deux équipes qui va gagner le titre. 6 titres pour le moment sur les 11 dernières saisons pour les Sables, 5 pour Nantes. On a vraiment du grand classique, mais pourtant, c'est la saison certainement de très loin la plus disputée depuis 12 ans, depuis que ces deux équipes ont trusté les titres. Les équipes du championnat de France de Ligue 1 ont vraiment été totalement à la hauteur. Les derniers ont battu les premiers. Toutes les places ont été plus que disputées. À chaque match, il était quasiment impossible de décider ou de déterminer à l'avance, de pronostiquer plutôt, pour être précis, qui allait s'imposer. C'était vraiment un combat de tous les instants dans ce championnat de France 2024-2025, avec notamment, par exemple, 3 défaites pour Nantes, qui était premier, 7 défaites pour Issy-les-Moulineaux, 4e. Enfin, des choses qu'on n'avait jamais vues en championnat de France. Et bien, malgré cela, on retrouve encore une fois Nantes et Olonne en finale avec, on n'aurait pas forcément dit ça en début de journée, les Sables avaient peut-être quelques faveurs du pronostic puisqu'ils étaient arrivés vraiment sur une série de 15 victoires en 16 matchs en saison régulière. Ils faisaient un peu figure, très légèrement certes, mais un petit peu figure de favori par rapport à leurs 3 rivaux. Très légèrement, hein, bien sûr, mais les Sables avaient vraiment beaucoup de faveurs du pronostic. Et Nantes, avec 2 blessures chez ses joueurs majeurs ces dernières semaines, qui ont bien sûr joué aujourd'hui, mais qui étaient un petit peu en phase de fin de convalescence, était un petit peu dans l'inconnu. Eh bien, autant à 11 h ce matin, on aurait pu estimer que c'était les Sables qui avaient les faveurs des pronostics en cas de finale Nantes-Olonne. Et bien après avoir vu les 2 demi-finales, à nouveau c'est Nantes et sa culture de la gagne absolument exceptionnelle depuis 5 ans qui part avec cette fois un petit avantage mental. Les Sables ne vont jouer qu'à 4 cette finale. Les Sables vont jouer qu'à 4 puisque William Rambaud, leur capitaine et meilleur joueur, risque d'être certainement forfait. Il a été blessé au mollet sur une défense peut-être un peu superflue. D'ailleurs, ses copains lui en veulent un peu gentiment, on va dire. Mais à 14-8 en faveur des Sables, eh bien, William Rambaud, à 14-8 plutôt en faveur. Oui, c'est ça, c'est 14-8 en faveur des Sables. William Rambaud a été défendre un ballon et eh bien, il s'est blessé. Alors que c'était évidemment, on peut dire à 14-8, c'est facile à dire après coup. Peut-être une balle qu'il aurait pu laisser et il y aurait eu 14-9. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire quand on est pratiquement sûr de remporter le set? Et derrière, malgré cela, en revenant à 2-7-2, mais avec la perte de son meilleur joueur, ils ont quand même été chercher le 5e set. Mais ils ne seront donc que 4 pour cette finale quand Nantes arrive fort de ses 6 voire 7 joueurs. Ils ne peuvent mettre que 6 joueurs sur la feuille de match, mais ils vont jouer, ils ont quand même 7 joueurs avec leur entraîneur Georges-Julien Mercier disponible. Et là, dans cette demi-finale, ils ont joué avec 3 titulaires et 2 remplaçants qui ont beaucoup joué, qui ont beaucoup participé, qui ont beaucoup impacté. Et donc ils arrivent vraiment avec une confiance optimale. Voilà, ça c'était pour la préparation de la finale. On va plutôt maintenant s'intéresser à ce qui se passe sous vos yeux. Sous vos yeux, c'est la finale pour la 3e place, c'est la médaille de bronze, c'est la petite finale. C'est le match que parfois on n'a pas envie de jouer. C'est le match que quand on sort d'une demi-finale perdue, on aborde avec un peu le moral dans les chaussettes. C'est le match qu'on se demande vraiment s'il vaut le coup d'être joué pour certains. C'est le match qui est celui avec lequel il faut repartir. Et c'est le match peut-être aussi avec lequel on joue parfois avec certains remplaçants. Les titulaires sont parfois laissés de côté. En tous les cas, je viens de discuter avec tous les acteurs il y a quelques minutes, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs des 2 clubs. Tous m'ont assuré que, évidemment,
leur motivation n'est pas celle qu'ils auraient eu pour une finale, mais tous m'ont assuré qu'une 3e place, vraiment c'est important et que tous, ils ont envie d'aller chercher cette médaille de bronze et d'aller vraiment terminer 3e du championnat, que ce n'est pas comme il y a une dizaine d'années et que la 3e ou la 4e place, des fois on la joue en un seul set, des fois on la joue en 2 sets, des fois on s'en fichait. Non, là vraiment, la finale 3-4, elle a les mêmes règles, elle se joue en 3 sets gagnants de 15 points, elle a une importance, elle a la médaille de bronze, elle a la 3e place. Et l'année dernière par exemple, eh bien, Issy-les-Moulineaux avait remporté la finale 3-4e place en battant cette équipe de Sable Vendée qui venait d'être battue par Nantes en demi, et vraiment ils avaient tout donné pour essayer d'aller chercher cette 3e place, une 3e place que eux, l'équipe d'Issy-les-Moulineaux, ils avaient déjà obtenue en 2017 et en 2013, mais qui n'est pas non plus quelque chose qu'ils obtiennent régulièrement, bien qu'ils aient été dans cette finale 3-4 tous les ans depuis 2022. Voilà, donc pour le moment on est parti même dans ce premier set. C'est Issy-les-Moulineaux qui mène 7-3 contre Olympiakos. Alors au niveau des compositions d'équipe, que vous soyez spectateur assidu, néophyte ou pointu spécialiste du futnet, vous aurez sur le côté gauche en rouge et noir l'attaquant titulaire habituel Mel Delanous et Dylan Rowe qui s'est imposé depuis quelques semaines, quelques mois comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans le trio, c'est une sorte de joueur hybride qui peut jouer aussi bien en réception qu'en attaque. Et en revanche, Jérémy Caramel, l'atout maître du Gift Issy-les-Moulineaux, là il est assis sur le banc à côté du coach Pascal Miligui. Et en revanche, l'autre remplaçant, Yann Viguet, lui, il est debout comme si c'était lui qui était prêt à rentrer. Et donc le 3e larron sur le terrain, c'est Kylian Gerold, qui a été très très peu utilisé cette saison régulière. C'était un des joueurs emblématiques et historiques du Gift depuis 15 ans. Il a été champion de France de double à 3 reprises. En triple, eh bien, il a toujours été un joueur important de son équipe. Mais là, c'est vrai que cette année, il a raté beaucoup de matchs. Il était un petit peu en dessous, il faut le dire, sur quelques prestations. Et il a peu joué en triple. Et là, du coup, il est aligné d'entrée dans cette finale 3-4. Donc ça c'est pour le Gift Issy-les-Moulineaux à gauche, le Gift qui mène 9-5. À votre droite, vous avez Olympiakos qui semble être reparti. Il y a eu quelques petits mots qui ont été échangés, comme ça arrive dans toutes les équipes sportives. Hein. Franchement, si vous me dites qu'une équipe se fait des bisous à chaque match serré ou ne se dit jamais rien qui déborde un petit peu du cadre ou que les égos ne sont jamais touchés, c'est qu'en général, on n'a pas souvent fait de sport de haut niveau. Donc a priori, c'est ce qui se serait passé là pendant la demi-finale. Quelques petits mots, quelques petites embrouilles inhérentes au sport de haut niveau qui ont peut-être dérégler légèrement la machine d'Olympiakos, mais là a priori tout est reparti dans l'ordre et on est vraiment sur une composition on va dire assez classique avec les deux frères Vasse, Maxime Vasse le numéro 7 et Quentin Vasse le numéro 10 gaucher qui touche la balle actuellement avec ses chaussures de couleur dépareillées, et l'attaquant. Alors là c'est assez difficile de se prononcer sur qui est titulaire, qui est remplaçant. Entre les deux attaquants, il y a Adrien Prual le numéro 19 et Thomas de Jésus-Lucas le numéro 29 actuellement sur le terrain. Les deux attaquants sont plutôt en alternance de temps de jeu et se partagent le temps de jeu, chacun avec leurs caractéristiques propres. Adrien Prual, c'est un peu le joueur spectaculaire qui sait tout faire. Les vrilles, les semelles, les ciseaux, les attaques de face. Très bon également en réception quand la balle arrive sur lui. Et Thomas de Jésus, c'est également un joueur très complet qui est dans le groupe France de 10 joueurs du groupe France des sélectionneurs Guillaume Ortiz et Jimmy Libert, et qui est un joueur encore peut-être plus puissant, avec un tout petit peu moins de variété, mais avoir autant de variété qu'Adrien Prual, c'est difficile vu que c'est certainement le joueur avec la palette technique la plus étoffée en France. Voilà, donc malgré cette équipe presque type du côté d'Olympiakos, eh bien vous voyez, c'est le Gift qui mène 11-6 avec un premier set où on sent malgré tout un engouement et sur le terrain et hors du terrain légèrement inférieur à ce qu'on a pu connaître. Parce que évidemment il n'y a pas l'équipe de Nantes chez qui nous jouons aujourd'hui qui se trouve sur le terrain, parce que les deux équipes viennent de perdre une demi-finale et que parce que contrairement à il y a certaines années quand on arrivait au play-off en demi contre Nantes et Olonne en tant que, je vais le dire, victime expiatoire un petit peu. Déjà on était content d'être au play-off, après on savait qu'on allait perdre contre Nantes et Olonne en demi-finale, on savait que Nantes et Olonne allaient disputer la finale, mais on était content d'être là, on était content de tenter de les faire vaciller légèrement et on se satisfaisait. Aujourd'hui, le futnet français a évolué et aujourd'hui on arrive au play-off de futnet, pas seulement pour mettre Nantes et Olonne en valeur, mais vraiment pour tenter de les battre. On a des armes pour les battre, notamment Olympiakos, ils avaient des armes pour les battre, c'est pas passé, c'est passé tout près, 3-7-2, ce n'est pas passé, mais aujourd'hui on peut battre Nantes et Olonne. La preuve, c'est arrivé 3 fois que Nantes perd cette année en saison régulière, c'est arrivé 5 fois que les Sables d'Olonne perdent 5 en saison régulière. Donc vous voyez, les cartes sont complètement rebattues et les données sont vraiment très très équivalentes cette année en
D1 FFF, comprenez la Ligue 1 du tennis ballon. On va profiter peut-être aussi durant ce match de 3e, 4e place, peut-être pas tout de suite, on va finir le set en regardant ce qui se passe, là on est à un temps mort. On va profiter peut-être du 2e et du 3e set, voire plus si affinité, pour évoquer pour ceux qui nous écoutent comment on fait pour jouer au tennis ballon, comment on fait pour jouer au futnet plutôt, parce que le tennis ballon, je pense que tout le monde y a déjà joué. Comment on fait pour jouer au futnet? Comment on fait pour s'inscrire dans un club? Comment on fait peut-être pour créer son club? Comment on fait? C'est très simple en fait, hein, parce que vous avez vu, hein, le tennis ballon, il peut se jouer à 3. On peut même jouer à 2 ou à 1. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est très simple et encore plus simple depuis que le Futnet a été, on va dire, intégré à la 3F, la Fédération Française de Football. Il suffit d'avoir un club de football, il suffit d'être intégré à un club de football pour créer une section pour s'inscrire dans les championnats. Voilà, allez, on revient au direct et ensuite, promis, à partir du temps mort du 2e set, j'essaie de vous en dire un petit peu davantage avec les copains de la régie, si on peut vous donner peut-être une cartographie des clubs actuels de Futnet. Ça vous aidera aussi à vous rapprocher d'un club de Futnet, mais on peut également jouer dans un club de football tout court. Allez, attaque de Thomas de Jésus-Lucas en dehors, avec un petit peu de nonchalance, mais ça c'est, comme je vous ai dit, c'est un peu inhérent à la finale 3-4. On a eu un changement du côté de l'Olympiakos pendant ce temps mort, c'est Maxime Lubert, le réceptionneur, qui est rentré à la place de Maxime Vasse. Il est actuellement dans l'axe, côté noir et or. Et de l'autre côté, on est resté avec la même composition, puisqu'on gagne 12-7. Et que certainement, on a envie de faire plaisir à Kylian Gerold, le gaucher, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, en saison régulière. Et donc, on peut supposer, sans être un grand devin du Futnet, que Kylian Gerold, le gaucher actuellement hors de l'écran à gauche, qui est gaucher, qui va servir, voilà, qui sert, va sans doute rester tout le match sur le terrain, quoi qu'il arrive. 14-7 pour le Gift. Vrille de Quentin Vasse, bloc out de Maël Delanous, c'est-à-dire qu'il a touché la balle au bloc au contre Maël, mais qu'il a entraîné le ballon en dehors des limites du terrain. Et donc le point est en faveur de Olympiakos, OFC. Au CFC exactement, si les copains de la régie peuvent éventuellement modifier, c'est le Olympiakos Football Club. Les initiales exactes, c'est OCFC. Voilà, je sais qu'ils y tiennent beaucoup. Et d'ailleurs, quand on leur parle, bon, c'est pas grave, si on laisse OFC, on a bien compris que c'est Olympiakos. Voilà. Petite anecdote, c'est vrai qu'il y a Olympiakos, c'est la fusion de plusieurs clubs. Avant, il s'appelait Atlético et c'est la fusion de plusieurs petits villages qui est dans la vallée de Seine-Maritime. Et quand on leur fait un raccourci et quand on leur dit qu'il s'appelle Co, oh là 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 là, attention aux foudres du club des membres d'Olympiakos, parce que la ville de Co, c'est une ville qui n'a rien à voir avec Olympiakos. Il y a le pays de Co, c'est les Cauchois. Le pays de Co, c'est un peu une sorte de morceau de la région Seine-Maritime. Il y a la ville de Co. Et quand on appelle Olympiakos en raccourcissant Co, là, on se fait un petit peu voler dans les plumes. Non, 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 on n'est pas Co, on est Olympiakos. Donc voilà, c'est pour ça, pour la petite anecdote. Voilà, merci les copains de la régie. On est revenu sur OCFC. Je pense que ça fera plaisir aux joueurs du club de Seine-Maritime qui ont donc perdu ce premier set 15-8 avec une sorte de décontraction qu'on peut davantage comprendre chez eux. Pourquoi? Parce que Olympiakos avait sans doute davantage ses chances pour rallier la finale que le Gift Issy-les-Moulineaux. Le Gift Issy-les-Moulineaux, 4e de la saison régulière. Le Gift Issy-les-Moulineaux dominé largement 3-0 en demi-finale contre Nantes. Et le Gift Issy-les-Moulineaux, dont le meilleur joueur, Jérémy Caramel, était encore invité à un mariage à Zurich au milieu de la nuit. Voilà. 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 Donc, le Gift a peut-être davantage de raisons d'être motivé par cette 3e place. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ils l'avaient déjà obtenu. Les 2 années passées, ils y étaient déjà. Et pour eux, ça semblait peut-être plus difficile, vous voyez, d'aller en finale et encore plus de s'imposer. Olympiakos, c'est différent. Olympiakos avait vraiment les armes pour s'imposer déjà l'année dernière, peut-être autant cette année. Et donc se retrouver dans une finale 3-4, pour eux, c'est vraiment davantage une déception. Et donc se remotiver 2 heures après une défaite en demi-finale. On peut comprendre que l'équipe d'Olympiakos a un peu moins l'agnac, a un petit peu moins la flamme pour aller chercher la médaille de bronze. Alors ça ne veut pas dire qu'il la galvaude, mais vous voyez, il y a un petit peu moins, on enfonce un petit peu moins l'appui dans le sol. On va mettre un tout petit peu moins d'impact ou d'intensité dans son geste. Et on va un tout petit peu moins se battre sur chaque 10e de seconde, sur chaque geste. On va démarrer avec un 10e de seconde de retard pour aller chercher sa défense, plutôt que de démarrer de façon instantanée. Donc voilà, qu'est-ce que c'est la différence du sport de haut niveau? Ce que vous allez peut-être voir en finale après, les joueurs ils se posent aucune question, ils démarrent, ils sont à 10 000%, ils se posent aucune question. Voilà. Allez, on est reparti pour le 2e set. Il y a eu encore un petit changement du côté de Olympiakos. Maxime Lubert est resté en réception, il défend très 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 haut là sur le service adverse. Et Julien Morel, le passeur, est en position de passeur.
Il est d'habitude vraiment le 6e joueur. Là, ça fait 1 an et demi qu'il est plutôt ce joueur expérimenté en position de 6e joueur. Alors non pas parce que c'est pas un bon joueur, hein. Julien Morel, c'est une référence dans le footnet français, mais il a dans son club, dans son équipe, 5 joueurs exceptionnels également. C'est vraiment le club dans lequel il y a 6 joueurs de très haut niveau. Oui, Nantes a 6 joueurs également, voire 7, mais on peut dire à Nantes qu'il y a 3 joueurs vraiment au-dessus. À Olympiakos, c'est différent, il y a vraiment 6 joueurs pratiquement de même niveau. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu, Julien Morel, donc le passeur, qui est actuellement le numéro 9, que vous voyez le plus près de vous en noir et or, il a eu beaucoup moins de temps de jeu que ses copains depuis 1 an et demi en saison régulière. Mais là, c'est vrai que sur ce play-off, on peut presque dire que c'est lui qui a été le plus concerné, le plus concentré plutôt. Concerné, c'est vraiment pas le bon mot. Le plus concentré, il a fait une très bonne rentrée quand il est entré au 2e ou au 3e set. J'ai un petit trou de mémoire là de la demi-finale. Et là d'ailleurs, s'il joue là tout de suite dès le début du 2e set, c'est que vraiment on a confiance en lui du côté de Radwan Kairala, le coach d'Olympiakos, qui est également, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez unique, il est également le coach de l'équipe première de football de Régional 2 du club de foot d'Olympiakos, car Olympiakos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un club de football qui a une section Futnet depuis 5 ans. Voilà. En face, c'est l'équipe du Gift. Eux, ils ont un club de Futnet depuis 25 ans et c'est un club qui n'a jamais bougé, qui s'est transformé en club FFF il y a 2 ans, comme mon club des Pirates d'Evreux, comme certains autres clubs. Vous avez en finale Nantes-Laetitia Tennis Ballon, c'est une section Futnet d'un club omnisport depuis toujours, ça n'a pas bougé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et vous avez enfin un 4e type d'exemple, vous avez l'ex-Tennis Ballon Olonnais qui va disputer la finale et qui s'est intégré depuis septembre 2023 au club de football Les Sables Vendée Football et qui donc est une section Futnet d'un club de football existant depuis l'intégration du Futnet à la 3F il y a 2 ans. Vous voyez, on a un peu les 4 possibilités, les 4 exemples sont vraiment représentés sur ce play-off. Voilà. Allez, on revient au jeu. Donc pour le moment 2-1 pour le Gift qui mène également 1-7-0. Le Gift avec Jérémy Caramel qui est rentré sur le terrain. Jérémy Caramel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le zizou du Futnet. C'est le numéro 10 actuellement. Il a ses chaussures blanches. C'est vraiment le joueur avec peut-être la technique la plus soyeuse de France. C'est le joueur qui a emmené son équipe au titre de champion du monde avec l'équipe de France de double en 2022 à Prague. Il a été élu à cette occasion meilleur joueur du mondial 2022, toutes disciplines confondues. C'est un exploit absolument unique. C'est un exploit qui, j'espère vraiment me tromper. Là, vraiment, croyez-moi, de tout cœur, j'espère me tromper. Mais ça semble quand même assez compliqué d'imaginer, en tout cas dans les prochainement, un joueur français à nouveau élu meilleur joueur d'un mondial. Pourquoi? Non pas parce que le footnet français ne progresse pas, au contraire, on n'a jamais été aussi proche des meilleures nations, mais parce que les Tchèques et les Slovaques dominent encore, certes un petit peu moins, mais sont vraiment dans une domination sans partage depuis très très longtemps. Et on imagine mal encore un championnat du monde où un Tchèque ou un Slovaque n'est pas élu meilleur joueur, comme ça a quasiment toujours été le cas depuis 25 ans. Voilà. Tant qu'on est encore sur un début de set, qu'il y a 3-1 pour le Gift, 4-1 désormais, 4-1, oui c'est ça, il y a 4-2 même, il y a 4-2 pour le Gift. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, si les copains de la régie ont les cartographies des clubs de Futnet français actuellement. Je vais vous expliquer les 2 façons que vous pouvez, vous débutants, qui regardez du tennis ballon ou du Futnet là sur nos vidéos et sur notre retransmission depuis le début de la journée, comment vous aussi vous pouvez vous intégrer. Parce que vous, j'imagine que vous avez certainement déjà joué au tennis ballon, envoyer la balle avec un pied au-dessus d'un filet, sur un terrain de tennis ou même avec des barrières de sécurité, dans votre club de football, vous avez tous fait du tennis ballon. Ça, j'en ai pas le moindre doute, avec des règles qui sont parfois différentes, souvent on jongle, enfin il y a plein de choses, mais en tous les cas vous avez certainement déjà joué au tennis ballon. Et là en voyant le Futnet, peut-être que vous dites ah mais comme me le disent très souvent moi les très nombreux footballeurs que j'ai fait essayer depuis 20 ans dans mon club d'Evreux, j'ai comptabilisé à peu près 1500 personnes que j'ai fait jouer. Dans le lot, il y en a à peu près la moitié qui viennent de clubs de foot voisins. C'est à 95% le même discours. Je pensais savoir ce que c'est et en fait, c'est trop bien, c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Parce que le fait de toucher une seule fois le ballon par joueur, de ne pas pouvoir jongler et d'avoir un terrain plus grand que ce qu'ils ont l'habitude de jouer, les footeux, eh bien ça enrichit énormément la discipline. Ça propose une variété technique et tactique qui est absolument exceptionnelle et qui donne un plaisir de jeu énorme. Je ne vais pas vous cacher que pendant 1 mois, on joue très bien. Après, le schéma, c'est souvent qu'à partir du premier mois de jeu, on traverse 2 ou 3 mois, on va dire 2 mois, où c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut plus se contenter de savoir bien défendre. On a besoin de construire le jeu. Et là, c'est vrai que construire le jeu,
c'est pas si facile que ça, même si on a été un très bon footballeur, même un footballeur professionnel. Et ben, là, ce que vous voyez à l'instant à l'écran, faire cet effet rétro et retoucher le ballon derrière après le rebond sur le sol adverse, c'est quand même des choses qui nécessitent pas mal d'apprentissage. On va se faire plaisir très vite, mais il y a quand même le geste de la passe et le geste de l'attaque qui sont quand même des choses assez différentes que ce que vous, les footeux, vous avez pu connaître. Mais évidemment, vous pouvez l'apprendre très vite. Moi, je sais qu'à Évreux, nous avons par exemple un contre-exemple parfait. C'est celui de Mathieu Baudemer, que les plus de 25 ans connaissent certainement, qui a été champion de France, qui a joué avec le PSG, avec Lyon, avec Lille, avec Saint-Etienne, avec plein de joueurs, et qui est venu très souvent jouer avec nous au tennis ballon avec les Pirates, et qui lui était un peu le contre-exemple, dans le sens où, bien qu'il ait déjà bien connu le tennis ballon avec Claude Puel, qui leur faisait faire très souvent du tennis ballon, l'entraîneur de Lyon, Lille et Caen notamment. Pas de Caen par contre, c'était plutôt Lille, Lyon et un troisième joueur, Mathieu, je sais qu'il l'a connu dans 3 clubs différents. Lui, c'est vrai qu'il a eu vraiment ça dans le sang dès le début, il a vraiment compris le sens du jeu très vite. Mais c'est vrai que le tennis ballon nécessite un tout petit apprentissage pour vraiment bien comprendre les endroits du pied avec lesquels on va taper le ballon, qui ne sont pas totalement le coup du pied avec lequel vous les footeux vous avez l'habitude. On va plutôt être nous sur les passes avec l'intérieur, sur les attaques avec la tranche, voire des fois avec le dessous du pied. Voilà pour le petit point technique. Qu'est-ce que j'ai sur le chat? Est-ce que j'avais quelques petits retards? Oui, dans la vie, est-ce qu'ils sont footballeurs ou tennisman? Les joueurs de Futnet, je vous ai déjà répondu tout à l'heure, ils sont plutôt futnetteurs avec une appétence spécifique, peut-être pour des joueurs, pour des gestes un peu de foot, mais surtout avec une dimension qui ressemble au volley. Est-ce qu'il y a des cartons Futnet? C'est oui, mais il y en a quand même très peu en pratique. Le programme initial, normalement, il est conservé. On avait dit 15 h pour la finale 3e place, donc on est à peu près dans les temps, et 17 h pour la finale. Donc après, à voir combien de sets va se jouer cette finale 3-4. J'ai quelques remerciements et quelques bravos. Donc là, merci à vous les amis pour d'apprécier cet après-midi. J'ai Victor Noblet qui me dit, effectivement, je parlais à un moment des joueurs capables d'occuper les 3 postes en triple, et j'avais parlé de Jérémy Caramel et de mon équipier en club Julien Riotto. Là j'ai Victor Noblet qui est également légende du Futnet français qui a joué à Nantes, qui me dit que Julien Isoire et Eric Jecker, donc Julien Isoire c'est un ancien qui a considéré les deux d'ailleurs comme quasiment 2 des 3 meilleurs joueurs français des années 90-2000 avec Jimmy Libert que vous avez vu tout à l'heure à côté de moi au micro. En gros c'était les 3 légendes du Futnet des années 2000. Oui, Julien Isoire et Eric Jecker étaient également capables d'occuper les 3 postes en triple. Donc merci Victor pour la rectification. C'est vrai que moi je les ai un petit peu moins connus en triple, même si Eric j'ai joué beaucoup de fois en double avec lui. Et je l'ai vu surtout sur sa fin de carrière en triple où il était un peu moins en attaque. Mais oui, ça ne m'étonne pas, Eric, c'est une légende du Futnet, il sait tout faire. Voilà. Et Julien Isoire, effectivement, ça ne m'étonne même pas. Je l'ai très peu vu jouer. Il a arrêté sa carrière au moment où je l'ai commencé. Pour l'anecdote, je crois qu'il a fait son dernier tournoi de simple lors de mon premier, vous voyez, donc j'ai peu eu l'occasion de le voir, mais j'en ai tellement entendu parler comme vraiment le shark d'un joueur exceptionnel. Oui, ça ne m'étonne pas que lui aussi sache tout faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le chat? La Laetitia, c'est Live and Futnet qui me demande ça. La Laetitia, c'est le nom du club Omnisport de Nantes. Donc le Nantes Laetitia Tennis Ballon. C'est la section tennis ballon de la Nantes Laetitia Omnisport, qui est donc un club Omnisport, comme il y en a certainement dans plusieurs villes. Et donc, dans un club Omnisport, vous pouvez avoir une section basket, une section foot, une section tir à l'arc, une section bilboquet, une section twirling bâton, tout ce que vous voulez, et une section Futnet, ce qui est le cas à Nantes, le club de Nantes Laetitia Tennis Ballon. Eux, ils ont fait le choix depuis une vingtaine d'années, peut-être un petit peu moins, de s'intégrer directement dans le club Omnisport. Voilà. Allez, on revient au direct. Ah oui, non, j'ai pas terminé. Comment on fait pour intégrer le tennis ballon? Eh bien, vous avez 2 choix en fait. Soit vous faites partie, soit vous êtes à proximité géographique d'un club de Futnet existant, et donc vous pouvez vous en rapprocher pour avoir des entraînements spécifiques qui vont vous être distillés et qui vont vous permettre d'apprendre certainement plus vite. Donc ça, c'est possible avec une des 60aines de clubs Futnet qui existent en France. Là, je vous invite à vous rapprocher soit sur la page fff.fr, vous allez sur les onglets foot diversifié, les pratiques diversifiées. Après, vous avez un onglet Futnet et dedans, vous avez la carte de France avec tous les clubs. Il y a une autre solution désormais depuis 2 ans qui est peut-être encore plus pratique et surtout plus intéressante pour ceux qui sont dans des régions où il n'y a pas de club de Futnet. Oh là là, vous avez encore vu cette vrille d'Adrien Peal. Là, c'est Adrien, le numéro 19 d'Olympiaco, noir et or. Il est totalement relâché.
Il multiplie les vrilles. Les vrilles, c'est ces petits effets rétro qui s'écrasent vers le filet avec un effet revenant vers soi-même. C'est vraiment magnifique. Et donc je termine avec maintenant, sachant que tous les clubs de Futnet sont des clubs FFF, tous les clubs FFF, dans le sens inverse, peuvent inscrire des équipes dans les championnats de Futnet, que ce soit en D1, c'est le plus haut niveau français, en D2, c'est une autre division, donc la deuxième gérée par la 3F. Après, vous avez la régionale 1 qui sont gérées par les ligues, donc là c'est le premier niveau régional, le troisième niveau français. Après, vous avez dans certaines régions, comme chez nous en Normandie, la régionale 2, et vous avez aussi, toujours chez nous en Normandie, je crois qu'il y en a aussi dans le sud de la France, ce qu'on appelle les critériums gérés par les districts, donc ça c'est un peu le 5e niveau. Voilà, et donc, eh bien, vous allez dans le club de foot le plus proche de chez vous, le club de foot que vous aimez bien, le club de foot dans lequel vous jouez peut-être déjà, et vous pouvez créer une section. C'est pas compliqué, hein, vous n'avez besoin de rien, puisqu'en fait, le club de football est lui-même une section de tennis-ballon potentielle. Donc vous envoyez une demande à la Fédé de football, vous envoyez une demande à la Ligue de Normandie pour intégrer les championnats régionaux, vous regardez un petit peu sur les pages Facebook des clubs quand est-ce qu'on peut faire des tournois amicaux, et en étant un club de football, eh bien, si vous êtes licencié, vous avez qu'à être licencié avec 2 de vos copains, et vous pouvez aller participer à des tournois, vous pouvez même vous intégrer dans les compétitions et dans les championnats. Voilà, c'est aussi simple que ça, il suffit d'être dans un club de foot et vous pouvez participer. Voilà pour la page intégration, si jamais vous avez envie de vous y mettre vous aussi et de tenter ces retournés amortis tentés par Adrien Pleuel, défendu par Jérémy Caramel qui est arrivé de l'autre côté du terrain. Il est revenu à sa place d'attaquant côté gauche et là encore une vrille, encore une fois Jérémy Caramel qui vient la défendre et encore une fois Yann Viguet qui fait la passe, encore une fois Jérémy Caramel à l'attaque, il fait tout, il fait la réception, il fait l'attaque, une deuxième fois la réception et l'attaque. Et l'Adrien Pleuel il se régale, il fait une 3e vrille de suite. Bon là, ça serait une finale ou une demi-finale, il ne le ferait pas parce que là, 3 vrilles de suite, en fait, c'est devenu un peu téléphoné, comme on dit. Donc on a bien compris qu'il allait le faire, mais qu'il s'amuse. Donc il les fait tellement bien, Adrien, que je pense qu'il peut se faire plaisir. Il l'attend 4 fois. Voilà, là, on est vraiment en roue libre. 4e tentative de vrille. Les 2 premières étaient somptueuses, la 3e un petit peu moins, la 4e encore moins, mais elles sont dans le terrain. Donc ça joue, elles sont défendues. Et là, Adrien va tenter un retourné. Et voilà, voilà. Ça, c'est un peu plus stratégique. Pourquoi 4 vrilles, qu'est-ce qu'on dit à l'adversaire quand on fait 4 vrilles de suite? Viens mon coco, viens près du filet, viens, je vais faire des balles courtes, venez défendre près du filet. Et là, qu'est-ce qu'on enchaîne derrière? Un retourné extrêmement puissant pour envoyer la balle dans un endroit un petit peu déserté par au moins un des 3 adversaires. Il ne reste plus que 2 défenseurs, il y a une zone libre, on va tirer très fort par là et le ballon va être plus difficile à défendre à 2 qu'à 3. C'est ce qui s'est passé et l'équipe d'Olympiakos revient à 10-10 dans ce 2e set de cette finale. 3e place des playoffs Futnet 2025. Ce sont les finales des championnats de France de tennis-ballon organisés désormais par la Fédération française de football. Les demi-finales ont eu lieu ce matin. Les Sables Vendée ont battu l'Olympiakos 3-7-2 et l'équipe de Nantes a battu l'Issy-les-Moulineaux 3-7-0. La finale, c'est à 17 h sur notre antenne, sur notre retransmission en live sur FFF TV. Là, vous allez vous régaler. On ne peut pas rêver mieux. La finale, c'est les Sables contre Nantes. Les Sables Vendée contre Nantes. Ce sont les 11 derniers titres. C'est 9 des 11 dernières finales. Il y a seulement en 2015 où Olonne a battu Emérinville et en 2024 où Nantes a battu Olympiakos que les 2 équipes ne se sont pas affrontées en finale. Sinon c'est systématiquement Olonne contre Nantes. Et à ce petit jeu, Olonne a gagné 6 fois et Nantes 5 fois. Olonne ne rêve que d'une chose, empêcher Nantes, son rival, de les rattraper. Et Nantes ne rêve que d'une chose, de les rattraper. Et évidemment, Olonne a un 2e rêve aussi qui les tient, c'est enfin mettre fin à cette pause de 7 ans sans titre, puisque Olonne n'a plus gagné de titre depuis 2018. En revanche, Nantes en est à 4 titres d'affilée, et peut-être 5 aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure, avec un tout petit suffrage préférentiel pour Nantes, qui a tous ses joueurs disponibles, alors que vous l'avez compris si vous nous suivez depuis tout à l'heure, William Rambaud, le passeur et capitaine de l'équipe des Sables, est blessé depuis la fin de la demi-finale. Il s'est blessé sur un sauvetage, je crois, au mollet. Il a tenté un sauvetage qu'on peut considérer malheureusement comme superflu parce que l'équipe des Sables menait ce set 14-8, que c'est le premier à 15 pour gagner un set, et qu'à 14-8, on est quasiment sûr de gagner le set et que c'est peut-être pas forcément utile de défendre une balle. Alors évidemment, il ne le savait pas, évidemment c'est un compétiteur, évidemment il ne pouvait pas deviner, évidemment qu'il se le serait fait reprocher s'il n'avait pas assuré la défense sur ce point. Évidemment, si on connaissait le futur, eh bien ça serait différent. Mais là, la conséquence, c'est que William, eh bien, il ne va sans doute pas pouvoir jouer la finale contre Nantes. Ça serait vraiment dommage. On n'a encore pas totalement les infos. J'essaie de regarder dans les tribunes si je le vois, William Rambaud. Pour le moment, j'ai pas forcément d'aperçu sur ce qu'il porte au pied. S'il a déserté ses chaussures, c'est que c'est mal parti.
S'il est en train de se faire soigner par un kiné, peut-être eh bien qu'il y a une chance. Allez, on revient sur cette 3e place en attendant, qui est quand même honorifique, hein, parce que la médaille de bronze du championnat de France de Futnet 2025, c'est vraiment quelque chose. C'est plus forcément ces finales 3-4 il y a quelques années où on s'en fichait un petit peu. Là, vraiment, la 3e place, c'est quelque chose vraiment qui vaut vraiment le coup. Il y a, je vous l'ai dit, 13-14 clubs qui sont de très très haut niveau en France. Et là, le Gift, ils ont vraiment faim, ils ont envie d'aller la chercher celle-là. Jérémy Caramel, il a fait un chemin de Zurich à Amsterdam et de Amsterdam à Nantes cette nuit pour arriver à temps pour jouer la demi-finale. Certes, ça n'a pas payé, mais il n'est pas là pour non plus rester 4e, perdre 2 matchs. Donc il a envie d'aller la chercher cette 3e place, peut-être encore un tout petit peu plus qu'Olympiakos, qui avait vraiment envie du titre, qui avait toutes les armes pour aller chercher le titre et qui a échoué 3-7-2 en demi contre les Sables. Aujourd'hui, eh bien actuellement, là, ils sont menés 1-7-0 et 12-10, 13-10 même dans ce 2e set. Donc on est tout près du 2-7-0 en faveur du Gift. Retournée de Prual qui va tenter de réduire le score. C'est fait, voilà. Prual, c'est un des attaquants les plus puissants en France. Adrien Prual avec peut-être l'Olonnais Adrien Robin, avec son équipier aussi Adrien Prual, Thomas de Jésus-Lucas, avec Raphaël Noblet aussi, l'attaquant de Nantes qui est très puissant. Et tout ce petit monde, on va dire maintenant à une toute petite longueur de retard s'il nous écoute sur Romain Isoire, hein, qui est l'attaquant de 7 et qui a pris la place de titulaire en équipe de France de triple vraiment depuis 6 mois. Il a une puissance d'attaque, notamment sur des retournées, Romain Isoire. Alors c'est dommage, là ils ont terminé 5e et ils ne sont pas au play-off 7. Il a une puissance d'attaque qui est encore un tout petit peu au-dessus de tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui est déjà exceptionnel. Romain Isoire, là, il est vraiment beaucoup plus jeune que ces gens-là. Il a 24 ans, les autres, ils ont plutôt 30 ans. Il est en train de faire une place dans le Futnet français. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir prochainement. Allez, le Gift ne mène plus que 13-12. Olympiakos est revenu à 1 point. 13-12, l'attaque de Kylian Gerold, il la rate. Il tape trop à côté du ballon. La passe était un petit peu trop dans le filet. Kylian, il a moins d'envergure que certains grands attaquants. Et les passes avec des attaquants de cette taille-là, c'est plutôt un peu avant le filet. Quand on fait des passes à des attaquants qui mesurent moins d'1m90, la mettre sur le fil, c'est un peu compliqué. Après, tout dépend, hein. Certains vont aimer, certains vont moins aimer, mais là, en l'occurrence, la passe était un tout petit peu trop vers le côté adverse et c'était un peu difficile pour Kylian Gerold d'aller chercher le ballon. 14-12, balle de 7. Balle de 7, non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Oui, alors là, je vous ai perdu. Je reviens, c'était le Gift qui menait 13-12. Oui, je me suis un petit peu embrouillé. Donc le Gift en rouge et noir menait 13-12. Kylian Gerold effectue une faute d'attaque 13-13. Et là, l'Olympiakos vient de marquer le point 14-13. Voilà. Là, c'est bon, je reprends mes esprits. Vous n'êtes pas obligé d'appeler les urgences tout de suite. Je ne suis pas en train de faire un AVC. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, normalement, on est reparti dans le bon sens. 14-13 pour Olympiakos. Jérémy Caramel, Dissé-les-Moulineaux, retourner, décroiser, c'est sa spécialité. Même si il a beaucoup moins de puissance que les copains qui en font aussi. La balle est renvoyée parce que la réception était un peu juste. La passe a été un peu ratée. Elle passe de l'autre côté. Et Jérémy Caramel, il tente quoi? Il tente le retourné amorti de 4 mètres. Il le maîtrise très bien quand il est collé au fil. De 4 mètres, c'est un petit peu plus dur. Mais bon, il était mené 14-13. Il mène un 7-0. Il est fatigué. Et si ça fait point, ça revient 14-14. Donc il a envie de le tenter. Il le tente. Ça paye pas. Un 7 partout. On va avoir droit donc à minimum 2 sets de plus. Donc, est-ce que les amis, on va être à 17h? Il est 15h40. Oui, on sera largement dans les temps pour l'heure de la finale à 17h. Je ne pense pas que les copains de la 3e place vont faire des échanges à rallonge. En l'occurrence, un set partout. Les deux équipes ont quand même envie d'aller chercher cette 3e place, hein. Vous l'avez vu. Olympiakos a terminé 3e il y a 2 ans, 2e l'année dernière. Ils rêvaient du titre, mais ils n'ont pas envie de terminer 4e. C'est vrai que quand on vient faire un play-off et qu'on termine 4e, ça signifie qu'on a perdu ces 2 matchs. On rentre chez soi la tête dans les chaussettes et qu'on garde tout ça durant l'été et que quand la saison suivante redémarre, eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a non pas la magnifique saison régulière qu'on a faite puisqu'on a terminé dans les 3-4 premiers, mais on a un peu ce play-off qui reste sur 2 défaites et c'est pas toujours facile de redémarrer. Alors il y a 2 choix. Là, je vais faire un peu de psychologie. On a 2 choix. Soit on a un peu la tête dans les chaussettes ou soit au contraire, comme c'est souvent sur de douloureuses défaites que l'on construit les victoires à venir, eh bien peut-être que c'est ça qui va nous surmotiver pour la suite et qui va nous servir de fil rouge pour la saison, les 2 saisons à venir. Et je crois, pour en avoir un petit peu parlé avec eux, que c'est ce qui anime le club des Sables que vous allez retrouver en finale tout à l'heure. Les Sables Vendée, ils ont gagné 6 titres entre 2012 et 2018. Ils ont perdu 3 finales de suite entre 2019 et 2023. Alors pareil, là, c'est pas une erreur de mathématiques, c'est parce que
Si vous vous souvenez bien, en 2020 et 2021, on a eu quelque chose qui s'appelait le confinement. Et voilà, et là vous avez les joueurs de l'Olympiakos qui sont derrière moi. Vous avez Adrien Prual et Maxime Lubert qui font les beaux. Là, effectivement, ils sont revenus à 1-7 partout. Ils vont tenter d'aller chercher la médaille de France, la médaille de bronze, pardon. Donc voilà. Et donc je vous disais, au niveau psychologie, les joueurs des Sables, ils sont vraiment au taquet parce qu'après avoir perdu 3 finales, il y en a eu 2 qui n'ont pas eu lieu en 2020 et 2021. Ils ont perdu 3 finales de suite. Et bien l'année dernière, tenez-vous bien, cette équipe qui a tout dominé, tout écrasé pendant 8 ans, qui a quand même malgré cela, après un très léger déclin, été en finale 3 ans de suite. Des défaites 3-2, 3-1, 3-1. L'année dernière, ils n'ont même pas été en finale, ils ont fini 4e. Donc, cet été, première chose, ils ont recruté un coach. C'était vraiment quelque chose d'assez inimaginable pour eux, recruter un coach. Ces joueurs-là, ils ont quand même un fort tempérament. Ils n'aiment pas être trop guidés. Ils aiment bien que les choses soient collégiales. Ils aiment bien, avec tout ce qu'ils ont vécu en équipe de France, avec leur club et avec tous leurs très nombreux titres, ce sont les joueurs les plus titrés de France. Ils aiment bien diriger leur club. Et bien là, sentant peut-être le vent tourner, ils ont été chercher un coach qui n'avait rien à voir avec leur club. Oui, cette personne, Patrice Lallemand, il a joué un petit peu au tennis ballon, mais en tant qu'amateur éclairé, mais vraiment de façon amateur il y a quelques années. Et voilà, il est arrivé pour prendre le lead sur 2 choses. Leur faire du travail physique, chose que ces joueurs n'avaient pas du tout envie de faire, et peut-être aussi apporter une sorte d'harmonie et gérer les changements et les rotations dans leur équipe, ce qui n'est pas facile quand on a 6 ou 7 joueurs de haut niveau. Voilà, donc ça c'est pour le côté un peu innovateur et le côté un peu appétit surdéveloppé du côté des Sables. Et les Nantais, eux, l'appétit surdéveloppé, il est pour marquer l'histoire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont 5 titres, que leur rival historique, Olon, en a 6, et que peut-être aujourd'hui, à domicile, ils peuvent rentrer dans l'histoire et égaler l'équipe des Sables à revenir à 6 titres. En attendant, il y a une médaille de bronze à aller chercher. Et je vous l'ai dit, l'année dernière, c'était déjà le GIF qui l'avait eu. L'année d'avant, c'était Olympiakos. L'année d'avant, on avait eu... Les 2 années d'avant, c'était Ajaccio. Et puis après, à la volée, on a Emerinville, Issy-les-Moulineaux, Emerinville encore, Nantes, Villiers-sur-Marne, le GIFT et Emerinville. Oui, c'est beaucoup autour des mêmes clubs que l'on joue les playoffs, parce que c'est vrai que le tennis ballon, c'est un sport assez difficile au plus haut niveau et qu'il faut plusieurs années de pratique pour arriver à prétendre arriver en D1 et jouer les playoffs. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on assiste à un renouvellement des générations. Et autant aujourd'hui, Benjamin Lemire, l'attaquant de Nantes, le remplaçant attaquant de Nantes qui a fait une très belle entrée en demi-finale, est le plus jeune avec 26 ans. Autant en D1 cette année, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont entre 17 et 24 ans. Alors j'ai failli me faire assommer par le ballon là, vous avez entendu peut-être un bruit. L'attaque de Maël Delanous, l'attaquant de Issy-les-Moulineaux qui est rentré là pour le début du 3e set. Issy-les-Moulineaux qui mène 4-0 et Maël Delanous qui a remplacé Jérémy Caramel qui vient d'envoyer une patate dans le ballon. Et là le ballon il est arrivé juste à côté de moi. Je pense que heureusement que j'avais pas un copain à côté de moi pour commenter avec moi, sinon c'était vraiment pile dans sa tête. Voilà, heureusement là, c'est un consultant virtuel qui a réceptionné de la tête l'attaque de Maël. Il y a 4-1 désormais puisque Adrien Prual vient de réduire le score sur une belle attaque. Est-ce que le point est discuté? Le ballon. Alors attendez, le ballon, je le vois pas. Je vais me retourner. Le ballon, est-ce qu'il est perché dans le plafond? Oui, c'est ça. Le ballon. Alors il y a une espèce de faux premier étage dans ce gymnase Arthur Dugast à Rezé. Et le ballon est passé. C'est comme si vous étiez au théâtre en fait. C'est comme si vous étiez au théâtre. Il y a une sorte de premier étage derrière le terrain. Et bien le ballon était arrivé dans un petit interstice jusqu'au premier étage. Il a fallu que des spectateurs aillent le chercher et le renvoient aux intéressés, aux protagonistes. Et on peut repartir 4-1 pour le GIFT avec maintenant un retourné de Kylian Gerold qui n'est pas défendu. 5-1 pour le GIFT et Olympiakos avait réussi à revenir à 7 partout en retrouvant peut-être un surcroît de motivation. Et bien là on sent que le mental, l'envie est davantage du côté rouge et noir, davantage du côté de cette équipe du GIFT qui avait très légèrement moins de prétention que les 3 autres aujourd'hui, très légèrement parce que vraiment c'est une très belle équipe depuis l'arrivée du numéro 44, Maël Delanous. Ils ont cherché pendant 2 ans, cette équipe, comment articuler avec l'arrivée de cet attaquant triple champion de France avec Nantes, comment articuler une nouvelle stratégie autour de ce club qui avait 5 joueurs un peu historiques depuis toujours. Comment articuler avec ce 6e joueur qui ne venait pas pour faire de la figuration mais qui venait pour prendre un rôle important. Et c'est vrai que c'est pas facile quand vous avez 5 joueurs dans un club, que ces 5 joueurs sont habitués à vivre ensemble sur et hors du terrain, que ces 5 joueurs ont développé vraiment des habitudes
que ces 5 joueurs certes ont compris qu'avec leur manque de puissance, on va dire en termes juste physique, de puissance physique, ils ne pourraient sans doute jamais rivaliser avec les 2 premiers, mais depuis une dizaine ou une douzaine d'années, ils étaient souvent 3e, 4e, le difficile est Moulineau. Alors oui, c'est sûr, c'est difficile quand on est toujours très bien classé d'accueillir quelqu'un qui va prendre la place, hein, on est d'accord. Hein. Évidemment, on est tous copains, évidemment, on s'entend tous bien, mais il n'y a que 3 places sur le terrain au triple. Alors comment on fait quand on accueille un joueur qui arrive avec un pédigré de médaille de bronze avec l'équipe de France au Mondial 2016, avec 3 titres de champion de France à son actif, même s'il était à ce moment-là pas l'attaquant titulaire, il était remplaçant, mais remplaçant de qui ? Pour ceux qui le connaissent, Julien Mercier, le meilleur attaquant français certainement de tous les temps et qui a été l'attaquant titulaire de l'équipe de France pendant 12 ans et qui a été l'attaquant titulaire de Nantes pendant ses 5 titres et aussi l'attaquant titulaire de Nantes pendant ses 6 défaites en finale. Donc oui, Maël avait quand même de très sérieuses références et quand il est arrivé à Issy-les-Moulineaux, eh bien, il a fallu lui faire un petit peu de place, il a fallu chercher s'il était en attaque, il a fallu se demander si finalement il ne fallait pas laisser Jérémy Caramel en attaque et mettre Maël en réception avec un double poste. Ça n'a pas fonctionné. Alors ensuite on a changé, est-ce qu'il fallait les faire jouer en même temps? Est-ce qu'il fallait qu'ils jouent souvent tous les deux? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait plein de rotations? Ils ont essayé plein de choses, des fois ça a fonctionné, d'autres fois pas trop. Ils ont vraiment tâtonné pendant 1 an et demi et là j'ai l'impression de leur propre dire et aussi peut-être de l'aveu de quelques spécialistes dont je vais dire que je fais modestement partie, que avec le positionnement de Jérémy Caramel à droite, avec le positionnement de Dylan Rowe dans l'axe et le positionnement de Maël Delanous à gauche, et avec ce Yann Viguet, ce Kylian Guérol, qui sont des remplaçants absolument à l'état d'esprit fantastique, puisque quand ils rentrent, il n'y a aucune frustration, ils rentrent avec une envie et des capacités intactes. Et ben peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne. On aurait bien aimé le voir aujourd'hui dans des conditions un peu supérieures. C'est quoi des conditions supérieures pour le Gift aujourd'hui? C'est peut-être eh bien si Jérémy Caramel il avait été au sommet de sa forme, ce qui était peut-être pas le cas avec ce voyage dans les pattes. Il est arrivé avec quasiment une nuit blanche, il a fait plusieurs centaines de kilomètres en avion et en train pour arriver tout juste à l'heure au coup d'envoi du match. C'est pas l'idéal quand on est le joueur un peu phare de son équipe. Mais bon, après, c'est vrai que le Gift était 4e de la saison régulière et c'est vrai qu'ils ont affronté Nantes à domicile. Nantes, c'est vraiment le club qui nous a un petit peu ébloui lors de ces 2 premières demi-finales. On les attendait peut-être un petit peu moins que les Sables et qu'Olympiakos. On se disait qu'avec leurs blessures récentes de 2 de leurs joueurs, ça allait être compliqué puisque Maxence Vernier, Raphaël Doblé, leur passeur et leur attaquant, c'était peut-être un petit peu plus dur. Finalement, les 2, ils sont aujourd'hui totalement rétablis sur le terrain. Et les défaites reçues lors de l'avant-dernière journée de championnat pour Nantes, eh bien c'est un mauvais souvenir. Nantes, ils ont déroulé à la perfection pendant la première demi-finale et Nantes, ils arrivent avec vraiment toutes leurs armes en finale contre les Sables qui, au contraire, vont être un tout petit peu diminués avec la non-sélection de leur jeune Enzo Moquillon, l'absence de Mathieu Moquillon, un de leurs passeurs, vraiment peut-être leur 4e joueur habituel, et avec la blessure de William Rambaud qui s'est blessé à la fin de la demi-finale. Ils vont donc être seulement 4 joueurs opérationnels. Donc Olivier Rambaud, vraiment le joueur le plus régulier. Là, voilà, superbe amorti de Maël Delanous. Donc les Sables, je termine avec eux. Ils auront Olivier Rambaud, leur joueur d'axe le plus régulier cette saison, qui est vraiment sur quelques mois là récent exceptionnel. Ils auront 2 attaquants certainement qui vont se relayer, Adrien Robin et Kevin Descamps. Et ils auront à la passe Kevin Castelao qui aura sans doute un rôle bien plus important que d'habitude, puisque là il semble être un peu le seul passeur opérationnel pour ce match. Et vous l'avez vu, il a fait une très bonne rentrée dans le 5e set contre Olympiakos, puisque avec lui, eh bien, les Sables l'ont emporté 3-7-2 et ont remporté le 5e set sur le score de 15-10. Allez, on revient sur cette 3e place. Évidemment, le public est un petit peu moins chaud. Évidemment, le public, il n'attend qu'une seule chose. Il attend la finale Nantes-Olonne. Il attend de voir ses Nantais. Il attend de voir son club tenter d'égaler le record de nombre de titres. Et en attendant, c'est une finale 3-4 avec Issy-les-Moulineaux qui a sorti Jérémy Caramel, son atout maître. Jérémy Caramel, il n'avait pas joué le premier set. Il a joué le 2e. Il est ressorti pour le 3e. Et sans lui, là, eh bien, force est de constater qu'avec lui, ils ont perdu le 2e. Et sans lui, ils ont gagné le 1er et ils sont en passe d'aller chercher le 3e. Chercher l'erreur, alors ça ne veut pas du tout dire que Jérémy, il n'est pas bon, hein, au contraire. Ça veut dire qu'il y a une opposition de style, ça veut dire que peut-être aussi la façon de jouer de l'adversaire compte. Ça veut dire qu'au 2e set, Olympiakos était peut-être un peu vexé et Adrien Preual a multiplié les arabesques et les vrilles. Et ça veut dire que là, peut-être que leur trio fonctionne un petit peu moins bien aussi à Olympiakos. Ils tentent beaucoup de choses. Olympiakos, c'est une équipe qui tente. Voilà.
Il y a des équipes qui tentent un petit peu moins, qui ont des prises de risque un petit peu moins grandes. Olympiakos, c'est un club vraiment qui tente beaucoup, qui a 2 attaquants exceptionnels. C'est Thomas de Jésus-Lucas, le numéro 29, qui est actuellement sur le banc, et Adrien Prual, qui est actuellement titulaire, le numéro 19. Mais ce n'est pas seulement le cas, parce que vous avez aussi Quentin Vasse, le numéro 10, actuellement gaucher au fond, qui peut attaquer. Donc le joueur que vous avez avec ses 2 chaussures de couleurs différentes. Lui, c'est un très bon attaquant également gaucher. C'est un peu la 3e lame. Vous avez son frère Maxime Vasse. Maxime Vasse, il est en général réceptionneur. Il n'est pas sur le terrain actuellement, il est remplaçant. Mais Maxime Vasse, c'est un réceptionneur, mais également un très bon attaquant. Et quand on sait que Maxime Lubert et surtout l'autre remplaçant passeur, Julien Morel, peut également être très bon en attaque, et bien là, vous avez vraiment des joueurs très complets qui savent tout faire. Pour le moment, c'est malheureusement pas suffisant puisqu'Olympiakos est mené 11-5 dans ce 3e set et maintenant 12-5. Alors Quentin Vasse, moi j'ai tendance à dire, c'est vrai que mon frère Jérôme et moi, mon frère Jérôme, il est coach de l'équipe 1 des Pirates et il joue dans l'équipe 2. C'est vrai qu'on a souvent des visions assez similaires et nous c'est vrai qu'on aime bien dire que les... Alors c'est pas les meilleurs joueurs, hein, attention à ce que je veux dire, on a tendance à dire que les 2 génies du Futnet, ça veut pas dire que ce sont les meilleurs joueurs, mais les 2 joueurs qui ont le pied le plus incroyable, ce sont Jérémy Caramel du Issy-les-Moulineaux et Quentin Vasse, le joueur actuellement d'Olympiakos, le numéro 10. On a souvent tendance à dire que ce sont les 2 génies du Futnet. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont les meilleurs joueurs, hein, parce qu'évidemment, il y a aussi des dimensions mentales, il y a aussi des dimensions d'expérience, il y a aussi des dimensions de faire le bon choix au bon moment. Et c'est vrai que là, Quentin, là, ce qu'on vient de voir, Quentin, c'est un joueur capable des gestes les plus exceptionnels, mais quand il est un petit peu moins dedans, là, vous l'avez vu, il a tenté une semelle, et ben, elle a été dans le filet, parce qu'il a peut-être mis un tout petit peu moins d'intensité. Parce que c'est sûr que la finale 3-4, ça fait un peu moins rêver ou kiffer, comme disent certains. Donc du coup, peut-être qu'il y a un peu moins d'envie de réussir son geste. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a moins d'envie, on ancre un tout petit peu moins son pied d'appui dans le sol. Et quand on ancre moins son pied d'appui dans le sol, et ben le geste est un tout petit peu moins précis. Donc voilà ce qui peut des fois mener à une petite erreur qu'on ne va pas faire dans une demi-finale. Et ben on va peut-être la faire sur une finale 3-4 avec un peu moins d'envie. Et au contraire, des fois, comme Adrien Prual dans le 2e set, on est tellement relâché dans une petite finale qui n'a moins d'impact qu'on va tenter des vrilles qui vont être parfaites, alors que des fois, dans une demi-finale ou une finale, on est un peu stressé. Donc on va peut-être au contraire les réussir un peu moins ou les tenter de façon un peu moins percutante parce qu'on a un peu peur de rater. Vous voyez, c'est la richesse du sport. Des fois, on peut tenter, on peut réussir des gestes, mais qui ne vont pas forcément payer, qui vont coûter un point. Des fois, on va rater un peu son geste, on va marquer le point. Donc voilà, c'est ça. Il faut aussi savoir sortir de ces schémas un peu binaires. Des fois, on va faire quelque chose de bien, mais qui, en apparence et sur une conclusion hâtive sur le court terme, ne va pas être payante. Et à l'inverse, on va des fois rater quelque chose qui va fonctionner. Mais il faut savoir se dire que c'est pas parce que ce geste, en apparence pas terrible, a réussi cette fois, que si je le retente 10 fois, bah en fait finalement je vais peut-être me analyser que je vais le rater 8 fois. Donc oui, je l'ai réussi là, tant mieux. Oui, il faut savoir désobéir au schéma, mais que ça reste, on va dire, ponctuel. C'est là l'intelligence de jeu d'un joueur, de savoir quand est-ce qu'il a réussi par chance ou de savoir quand est-ce qu'il a raté alors que ça méritait d'être réussi et que même s'il a raté, eh ben on va quand même continuer ce schéma-là parce qu'il a raté de peu, il a tapé la balle dans le haut du filet. Mais ça ne veut rien dire de taper la balle dans le haut du filet. Ça ne veut rien dire du tout, ça veut dire que vous étiez à quelques millimètres de réussir. Donc ce que je dis souvent à mes joueurs, pas de conclusion hâtive, vous avez mis la balle dans le haut du filet, bah, ne vous inquiétez pas, continuez, ça va passer. Voilà. Allez, 3e set remporté par le Gift, et on va dire qu'il n'y a pas eu trop de surprises. Là, l'équipe d'Olympiakos est dans une sorte de prise de risque assez haute. Le Gift est très sérieux, le Gift a envie d'aller chercher la médaille de bronze, 2-7-1. Et pour le moment, on n'est plus qu'à 1 set de la médaille de bronze pour Issy-les-Moulineaux. Ce serait la 4e en 12 ans et ça serait la 2e d'affilée puisque l'année dernière, Issy-les-Moulineaux avait déjà remporté la médaille de bronze en battant les Sables Vendée en 4e place. L'année dernière, c'est vrai que c'était un peu la surprise. Olympiakos avait été premier de la saison régulière. Et si je ne dis pas de bêtises, la demi-finale... Alors l'année dernière c'était un petit peu différent, il y avait eu 6 qualifiés pour les playoffs, il y avait eu une sorte de barrage 3 contre 6 et 4 contre 5. Oui, alors on va bientôt avoir une interview, donc vous me coupez. Vous me coupez, en attendant je continue mon petit tour historique. L'année dernière... Voilà, ok, très bien. Pas de soucis, on continue. Alors désolé, je parle avec la régie en même temps, j'ai pas encore totalement l'habitude, hein. Désolé pour le spectateur qui ne doivent pas comprendre, ils doivent se dire qu'il y a 2 personnes dans ma tête. Rassurez-vous, on est seulement 2 ou 3 dans ma tête, hein, pas 4 ou 5. Voilà. Je reviens donc sur ces histoires de 3e place.
l'année dernière. Donc le Gift avait terminé, si je ne dis pas de bêtises, donc l'année dernière c'était Olympiaco premier, et Olympiaco avait battu les Sables, je crois, en demi, et du coup c'était Nantes Gift. Alors je me trompe peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, la troisième place c'était ici les Moulineaux contre les Sables. Ah, voilà, la demi-finale c'était Nantes Sables, donc l'autre demi-finale c'est Olympiaco Gift, et du coup on était certain d'avoir pour la première fois depuis 12 ans une équipe, depuis 2015, on a été sûr pour la première fois, vu qu'il y avait une demi Nantes-Olonne, on était sûr d'avoir pour la première fois un autre finaliste, et donc c'était une demi ici les Moulineaux contre Olympiaco, et c'était Olympiaco qui l'avait emporté, je vais pas dire assez nettement, mais Olympiaco, c'est l'année dernière, ils étaient à domicile, ils avaient terminé premier de la saison régulière, ils avaient les dents qui rayaient le parquet, ils avaient organisé un play-off, mais c'était absolument exceptionnel. Il y avait déjà eu un play-off à Nantes en quelle année? C'était en 2014 à Nantes. On avait eu dans la salle 500 de Nantes, c'est le nom de la salle 500, on avait eu 500 spectateurs justement, c'est pas fait exprès. Et l'année dernière, vraiment à Cricto-Lesneval, dans la commune où est abrité un magnifique gymnase, le club d'Olympiaco avait organisé un play-off, mais dont on se souvient tous. Il y avait 700 spectateurs, une ambiance extraordinaire, et pour la première fois, pas de Nantes-Olonne en finale, c'était un Nantes-Olonne en demi-finale, et Olympiaco avait battu ici les Moulineaux en demi pour se retrouver en finale contre Nantes pour un match incroyable devant 700 spectateurs qui les encourageaient. Il y avait 2-7 partout à la fin du 4e set, et finalement Olympiaco avait pris un très léger avantage dans le 5e set, mais Nantes, avec sa culture de la gagne, avec ses attaquants, avec son incroyable force mentale, avait retourné la situation et s'était imposé 3-7-2 pour terminer. Nantes avait battu Olympiaco au grand désespoir du club normand, et Nantes avait enchaîné un 4e titre de suite et un 5e en 6 ans. Voilà pour le côté historique, et voilà pour le côté un peu 3e place. Comme je vous le disais, le Gift avait battu l'année dernière les Sables. Le Gift est un peu le spécialiste de ces matchs 3-4, et là ils mènent 2-7-1 et ils sont menés 3 points à 1 dans le 4e set. Est-ce que Olympiaco va revenir? Pour le moment, on a remis la charnière centrale des frères Vasse côté Olympiaco. Les frères Vasse, c'est Maxime, le numéro 17, balle en main actuellement pour le service, et Quentin, le gaucher aux chaussures dépareillées, qui peut tout faire, mais notamment les passes, au côté passeur. Et en face, et de leur côté, vous avez l'attaquant, le numéro 29, Thomas de Jésus-Lucas, membre du groupe France, qui a remplacé son copain, lui aussi du groupe France, Adrien Prual. Et lui, il a, comme vous l'avez vu, touché et l'a contré Jérémy Caramel, mais en revenant de son geste de contre, vous l'avez aperçu, comme l'ont montré les deux arbitres, Christophe Riotto et Julien Riotto, il a touché le filet. Et quand on touche le filet au fut-net, eh bien c'est point perdu direct, et le point est donc arrivé dans l'escarcelle de ici les Moulineaux, qui est désormais mené 3-2, qui va tenter de refaire son retard, qui va peut-être tenter de l'emporter tout de suite, ou alors qui va faire durer le plaisir et qui va perdre le 4e set, pas exprès bien sûr, mais pour nous comme ça, téléspectateurs, spectateurs, commentateurs, entraîneurs, coachs, joueurs, eh bien ça va nous permettre d'avoir un peu de spectacle supplémentaire et d'avoir un peu moins de temps d'attente avec la finale qui démarre, je vous le rappelle, à 17 h. Deuxième faute de filet de suite pour Thomas de Jésus-Lucas. Alors autant la première, on n'a rien à lui reprocher parce qu'il va au contre, et s'il ne va pas au contre, eh bien ça laisse l'attaquant adverse Jérémy Caramel dans son petit soulier, dans un fauteuil. Il faut y aller. Quand il revient du contre, il touche le filet, c'est le jeu. Là, en revanche, sur le dernier point que vous avez vu, est-ce vraiment utile? Encore une fois, on parle de théorie, on est dans notre fauteuil, on est assis sur notre chaise, hein. On ne va pas dire qu'on aurait fait mieux que lui, bien au contraire. Mais là, vous avez vu, si on veut analyser ça de l'extérieur, il va tenter d'aller toucher le ballon, peut-être après le rebond du côté adverse, un geste extrêmement compliqué, qui a quand même peu de chances d'aboutir, avec le gros risque de toucher le filet. Eh bien, ça n'a pas manqué. Il n'a pas réussi à toucher le ballon, et en plus il touche le filet, donc point perdu direct sur un geste qui aurait pu être évité. Alors évidemment, après le Gift, ici les Moulineaux avaient un ballon d'attaque. Évidemment, quand on a une attaque, surtout à ce niveau-là en D1, eh bien on a un petit avantage. Mais évidemment, le point est loin d'être gagné, surtout en triple et surtout sur un sol aussi mou. Donc mou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol, c'est du parquet, comme je vous l'ai dit en début de retransmission, et quand c'est du parquet, eh bien le rebond est un petit peu moins dur, ce qui va favoriser les défenses. Voilà, faute de service de Maxime Vasse. On revient à 4 partout dans cette 4e manche, 2 manches à 1 pour le Gift. Il faut gagner 3 manches pour l'emporter, pour aller chercher cette médaille de bronze qui fait toujours plaisir, même après une défaite en demi-finale. Peut-être encore plus à ici les Moulineaux, qui s'attendaient sans doute un petit peu à être dominés par Nantes, alors qu'Olympiaco, eh bien,
a certainement encore en travers de la gorge cette demi-finale contre les Sables, avec tout ce qui était en leur possession pour aller tenter d'aller chercher la victoire. Ils ont perdu 3-2. Là, c'est un block-out de Thomas Lucas. Ça veut dire quoi, block-out? Attaque de Jérémy Caramel à votre droite, le numéro 10 en rouge et noir. Vous allez le revoir au ralenti. Attaque. Le bloc est bon. Il est au-dessus du filet. Il touche le ballon. Il ne touche pas le filet, donc c'est bon. Mais en revanche, le ballon va dehors. Et oui, nous avons un rebond au tennis ballon qui peut être placé n'importe où. Si le réceptionneur touche la balle avant le rebond, il reste un rebond, bien sûr, comme ça s'est passé sur ce bloc. Par contre, si le rebond est en dehors des limites du terrain, le point est perdu. Ça, je ne vous l'avais pas précisé, chers amis. Donc, effectivement, si le ballon rebondit en dehors du terrain, eh bien, le point est perdu par l'équipe qui a touché le ballon en dernier. Et en l'occurrence, là, c'était le joueur de sa propre équipe. Donc ça, c'est pas possible. Et le point est perdu. Là, on assiste encore à un duel vraiment avec des contreurs axe. Contreur axe, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand le contreur se met systématiquement dans l'axe du terrain, au milieu du filet, pour essayer d'empêcher l'attaquant adverse de marquer le point dans l'axe. Alors, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que les deux défenseurs passeurs de sa propre équipe peuvent défendre à droite et à gauche, et donc bien boucher les côtés. Et du côté axe, eh bien, si le contreur fait son taf, fait son travail, eh bien, il peut contrer le ballon et marquer un bloc gagnant. En revanche, l'inconvénient, c'est que si le contre n'est pas réussi, si le ballon passe au-dessus du pied du contreur ou à côté, eh bien, en général, derrière, il n'y a pas de défenseur. Puisque les défenseurs, eux, quand ils voient un contre-axe de leur équipier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à droite et à gauche. Eh bien, souvent, dans ces cas-là, le ballon va être un petit peu trop compliqué à aller chercher pour le défenseur droite ou gauche pour revenir vite fait dans l'axe, et le ballon passe et souvent on marque le point comme ça. Quand on a attaqué au-dessus du contreur adverse et qu'on a mis la balle dans l'axe, en général ça fait point. Voilà, là on a des attaques qui sont plutôt anglais, c'est-à-dire que là vous avez vu le numéro 10 de l'Olympiakos, il a attaqué vraiment très croisé, et là voilà, là Kylian Guérol, lui, il a fait une attaque, le numéro 7 du GIF, il a fait une attaque un peu écrasée. Et ça, comme depuis tout à l'heure, c'est un peu un combat de puissance. Jérémy Caramel, il attaque assez fort, il envoie la balle loin dans le terrain adverse. Et du coup, l'adversaire Olympiakos en noir et or se recule. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand Kylian Guérol attaque comme vous le voyez? Là, il a frôlé le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Le défenseur adverse est beaucoup trop loin pour venir toucher le ballon avant le deuxième rebond au sol. Et là, ça fait point pour le GIF qui mène désormais 8-5. Qui se rapproche, et là voilà, ça y est, Thomas de Jésus tout à l'heure, on a été un petit peu sévère avec lui sur sa tentative difficile d'aller chercher le ballon au-dessus du fil. Là cette fois c'est parfait, c'est un autre point magnifique du FUTNET que vous avez vu, quand la passe du copain est au-dessus du fil, voire de l'autre côté du terrain, voire de l'autre côté du filet dans le terrain adverse, l'attaquant, s'il est suffisamment souple comme Thomas de Jésus, Lucas il l'est, eh bien il va mettre son pied de l'autre côté, il va rabattre le ballon quasiment long du filet. Des fois, il va peut même pouvoir le rabattre dans le filet à l'intérieur sur lui-même, mais de l'autre côté. Et ça, c'est absolument somptueux. Alors là, j'ai le ballon dans les pieds. Voilà, le ballon vient de me passer à travers les pieds, donc c'est bon, il est reparti. Voilà, ce que vous avez vu, l'avant-dernière attaque là, de Thomas de Jésus, c'était vraiment fantastique. Il va passer son pied au-dessus du filet, il va mettre le ballon en dehors des limites, il le fait rebondir dans le terrain, et ensuite il l'envoie dans une zone extrêmement difficile à défendre. Ce qui permet à Olympiakos, avec ces deux attaques consécutives de Thomas de Jésus Lucas, de revenir à 8-7. 8-7 pour le Gift. Réception de poitrine de Yann Viguet, c'est sa spécialité. Passe de Kylian Guérold. Et vous l'avez vu, lui aussi c'est sa spécialité. Jérémy Caramel, il fait un retourné amorti avec en plus de l'angle. Alors là vraiment il y a tout. Il y a l'amorti et en plus il met la balle dans un coin. C'est même pas un retourné amorti dans l'axe, c'est un retourné amorti qui va mourir sur le côté. Donc il est vraiment extrêmement difficile à défendre. Ça c'est vraiment un des atouts et un coup maître de Jérémy Caramel. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un joueur qui sait tout faire à tous les postes. Comme Julien Riotto peut-être des Pirates d'Évreux. Et comme, oui, je l'ai oublié tout à l'heure, comme Julien Isoire et Eric Jecker étaient capables de le faire dans les années 2000 et 2010. Voilà, on a vraiment... C'est pas forcément les meilleurs joueurs de FUTNET dont je vous parle, c'est les joueurs peut-être les plus complets. Voilà. Après, bien malin celui qui serait capable de dire qu'il est le meilleur joueur de FUTNET. Il y a tellement Déjà, il y a 3 disciplines au FUTNET. Il y a du simple, du double et du triple. Ça, je vous en ai pas beaucoup parlé. Il y a du simple, ça se joue donc à 1 contre 1 avec 2 touches de balle par joueur sur un terrain un petit peu plus petit qui est constitué par les 4 carrés du tennis, si vous voulez. Il y a du double qui est le même terrain que le simple avec les 4 carrés du tennis. Donc ça se joue à 2 contre 2 avec 3 touches de balle par équipe, une seule touche de balle consécutive par joueur et un rebond. Et il y a donc du triple où on joue à 3 avec les mêmes règles, mais le terrain est un petit peu plus grand, il est aussi grand que le volley. Et donc là, contrairement
au double où les deux joueurs sont quand même à haut niveau, obligés de savoir tout faire. En triple, il y a des postes et il y a des postes. Donc on va dire que au tennis ballon, si vous voulez vraiment schématiser, on joue en simple, on joue en double aux deux postes et on joue en triple à 3 postes. Donc il y a presque 6 choses à faire. Et on peut dire que les plus complets sur ces 6 postes, ce sont les joueurs que je viens de citer. Si je veux en citer un, on va dire Jérémy Caramel, il sait vraiment tout faire à tous les postes. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, j'ai pas dit ça. Ça veut dire que c'est celui qui est capable d'être très performant sur ces 6-là, alors que souvent on va dire qu'un attaquant il va être très bon en attaque, mais peut-être un petit peu moins en réception en passe. On va dire qu'un passeur il va être très bon en réception et passe, mais peut-être un petit peu moins en attaque. Et après, bien malin, celui qui va vous dire qui est le meilleur, en fait, c'est vraiment un assemblage, hein, c'est comme au football. Évidemment qu'il y a le ballon d'or, évidemment que souvent c'est comme au Futnet, c'est l'attaquant qui va souvent être élu le meilleur joueur, mais que serait un attaquant au football ou au Futnet s'il n'y avait pas ses réceptionneurs, ses passeurs. Donc voilà, c'est un ensemble et une alchimie que les sélectionneurs et les coachs de chaque équipe justement peuvent avoir le loisir de composer. C'est ça qui fait aussi la richesse de ce sport, l'intérêt d'avoir vraiment plein de stratégies possibles. Et comme je vous l'ai expliqué aussi, en ce moment en France, on est vraiment sur une espèce de stratégie à double lame avec le réceptionneur, donc le joueur qui joue souvent au milieu, qui vient proposer une deuxième solution d'attaque, contrairement au Futnet ou au tennis ballon un peu à l'ancienne, où on jouait beaucoup avec toujours le même attaquant. Voilà, là vous avez vu quelques sauts avec cette caméra là, c'était magnifique à voir. Vous avez vu, il y a eu des sauvetages incroyables du Gift qui a été remettre des ballons, on sait même pas comment. Et voilà, faute d'Olympiakos. Alors ça c'est vraiment un des moments, un des momentum dans un match où on est extrêmement heureux quand ça nous arrive, quand on réalise une défense exceptionnelle comme l'a réalisé le Gift avec des stacks, des sauvetages et que l'adversaire finalement finit par faire faute. Ben là on se dit oh là là, notre sauvetage, notre défense a payé, on a marqué le point, on était en situation désespérée, on a failli perdre le point et finalement on l'a sauvé et derrière on va le marquer en plus. Donc c'est vraiment à double tranchant, c'est vraiment non seulement on n'a pas plus 1 pour l'adversaire, mais en plus on a plus 1 pour nous, c'est quasiment un double point qu'on marque dans ces moments-là. On était limite de perdre le point et finalement on le gagne. Donc là c'est vraiment, j'appelle ça le plus 1 moins 1, donc le double point, le sauvetage qui finalement paye en fin de point. Bon, évidemment là derrière Thomas de Jésus-Lucas, il n'entend pas de cette oreille, il est vexé et il va nous faire cette attaque fabuleuse. Une passe au-dessus du fil, il fait semblant d'attaquer fort, il dépose le ballon de l'autre côté, il l'écrase et c'est indéfendable pour le Gift. 12-10 pour le Gift, 11-10 pardon, 11-10 pour le Gift avec l'Olympiakos qui est revenu de 11-9. 11-10, contre de Thomas de Jésus, le contre est continué à pouvoir être joué, Jérémy Caramel va attaquer. Thomas de Jésus, il sent que c'est pas la peine de contrer, que ça va plutôt être un bloc-out, ça sert à rien, ou qu'il va faire faute, donc il se baisse, vous avez vu. Ça continue d'attaquer, les deux équipes se rendent pour coup pour coup avec cette vrille de Jérémy Caramel. Voilà, Jérémy Caramel, c'est une de ses spécialités, la vrille. Elle fait très mal en simple, elle fait très mal en double et elle fait très mal en triple. Il sait la faire dans toutes les disciplines et là il a eu le bon ballon pour la faire, il l'a réussi. Le ballon était trop dur à défendre pour Quentin Vasse et on est maintenant à 12-10, on est à 3 points du match, 3 points de la médaille de bronze, la deuxième d'affilée peut-être pour le Gift ici les Moulineaux. Il serait alors seulement 16h15, on aurait 3 quarts d'heure pour le public pour patienter avant la finale, avant cette finale exceptionnelle. Là vraiment, je vous invite vraiment à être là à 17h pour la finale entre Nantes et les Sables d'Olonne. On peut pas rêver mieux, on aime le Futnet, on aime Nantes-Olonne, on aime regarder ce match qui est 10 fois sur 12 depuis 12 ans, 10 fois la finale. C'est absolument exceptionnel ce qui va encore se passer tout à l'heure et c'est très compliqué d'aller chercher un favori, d'aller chercher un pronostic, même si je vous l'ai dit, Nantes a un tout petit peu pour moi, là vraiment ça n'engage que moi les faveurs du pronostic. Allez, belle attaque de Thomas de Jésus-Lucas, la défense du Gift, elle est pas très bien assurée, peut-être un tout petit manque de gainage au moment de la réception du pied. Qui dit manque de gainage sur réception du pied dit ballon qui va partir un peu fort du pied, pas assez caressé comme on appelle ça dans le jargon, pas assez caressé, donc elle monte trop haut et là trop haut il y a les structures du gymnase avec ces petits morceaux blancs que vous voyez en bas, en haut plutôt, qui sont trop gênantes. Et voilà, donc 12-11 et maintenant 12-12 avec ce contre-gagnant de Thomas de Jésus. Thomas de Jésus-Lucas qui vient contrer Caramel. Jérémy Caramel a été contré, vous le revoyez au ralenti, attention. L'attaque, il met son pied au-dessus. Voilà, il a mis son pied au-dessus. Impossible d'attaquer pour Caramel. Et lui, Thomas de Jésus, il remet sa jambe dans son camp sans toucher le filet. Il réussit son geste, 12-12. On est dans le money time de ce 4e set de cette finale, 3e place des Playoffs 2025 de Futnet, 12-12. Vous allez revoir quelques ralentis là avec les highlights, l'attaque puissante de Thomas de Jésus. Là, il y a un temps mort pris par l'équipe du Gift. Certainement, je n'ai pas vu, mais c'est quasiment certain que c'est le Gift. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de perdre 3 points de suite, qu'ils menaient 12-9 et que Olympiakos est revenu à 12-12.
Et c'est vrai que c'est très courant dans le FUTNET français. On a un seul temps mort par set. On ne va pas attendre comme à l'ancienne dans les années 90 ou 2000. Qu'est-ce qu'on faisait du temps mort dans les années 90 ou 2000? On n'était pas encore suffisamment évolué tactiquement. On attendait qu'il y ait 13-13, 14-14, 14-13. Temps mort, monsieur l'arbitre. Et évidemment, c'était souvent un petit peu trop tard. Des fois même, on prenait le temps mort. Il y avait 14-9. On aurait dû le prendre à effet de camp à 11-9. Si, mettons, il y a 8-8 et qu'on se retrouve mené 14-8 ou 14-10. C'est pas à 14-10 qu'il faut prendre le temps mort, c'est bien avant, c'est quand on a perdu 2 ou 3 points de suite. Et c'est vrai que désormais, on n'attend plus les toutes fins de set. C'est très très rare que les temps morts soient pris par les coachs dans les fins de set. Maintenant, on les prend. Il y a une salve de points, on a encaissé 3 points de suite, on a encaissé 4 points de suite. C'est temps mort direct, on réfléchit plus. On n'en a qu'un, c'est pas grave, on prend le temps mort maintenant parce qu'il faut absolument couper la dynamique de l'équipe adverse. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé là. Il y avait 12-9 pour les Gifts, on est revenu à 12-12 du côté de l'Olympiakos. Donc le Gift prend le temps mort. Et on va assister à une fin de set assez intense, assez équilibrée, parce que c'est très difficile d'aller vous dire qui domine là pour le moment. Les deux équipes se rendent coup pour coup. C'est un petit peu celui qui est en réception de service qui a l'avantage. Et là, c'est le Gift qui est en réception de service. Et c'est Olympiakos qui a marqué le 13e point. 13-12 pour Olympiakos qui va tenter d'égaliser à 2 partout. Ils vont servir, donc c'est le Gift qui va être en position de force. Réception de Gerold, attaque de Gerold également. Vous avez vu cette superbe défense extérieure du pied de Maxime Vass, c'est sa spécialité. Maxime Vass, il n'aime pas toucher le ballon du pied gauche, contrairement à son frère. Il y a un droitier exclusif, un gaucher exclusif. Quentin Vass, il ne touche jamais la balle du droit. Maxime Vass, il ne touche jamais la balle du gauche, c'est toujours de l'extérieur du pied. On s'énerve un petit peu. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a eu un point pour l'équipe de Olympiakos. Voilà, donc Thomas de Jésus s'est pas énervé de colère, il s'est énervé de joie. Voilà, il a manifesté sa joie. Son équipe a marqué le point. La balle de Caramel était très légèrement dehors. 14-12, balle de 7. Réception de Gerold, passe de Viguet, elle est complètement en arrière. Gerold va être obligé de relancer une balle un peu molle, un peu morte, comme on appelle ça. Réception avant le rebond de Maxime Vass. Donc il y a le rebond pour Quentin Vass. Attaque de Thomas de Jésus, c'était pratiquement écrit. Attaque de Thomas de Jésus, Caramel il est parti au contre, mais trop en retard, il n'était même pas au contre, il n'était plus en défense. Il a peut-être anticipé la vrille, il a touché la balle. C'était une attaque forte finalement et non pas une vrille, donc il a touché la balle sur une attaque forte. La balle est partie un petit peu en arrière à toute vitesse. Ses copains ont été pris de court et c'est un 15e point pour Olympiakos. Voilà, 15-12, donc cette finale 3e place finalement, elle tient ses promesses. Je vous avais dit que peut-être les deux équipes ils seraient en roue libre, ils seraient un petit peu en moins grande motivation on va dire. Mais non, ils ont tous les deux envie d'aller la chercher cette médaille de bronze. Ils ont tous les deux envie de finir ces playoffs 2025 sur une bonne note. Ils ont tous les deux envie d'aller à la douche et d'aller regarder la finale avec le sentiment du devoir accompli, avec cette déception d'être seulement en 3-4 mais d'avoir été chercher la médaille de bronze et de ne pas être vraiment un peu le perdant du jour, celui qui va terminer 4e, qui est une excellente, une magnifique équipe, le 4e, peu importe qui ce sera, mais qui sera l'équipe qui aura perdu ces 2 matchs et qui sera dans les tribunes avec un petit peu d'amertume. Alors bien sûr, au tennis ballon, il y a une ambiance excellente, toutes les équipes s'entendent bien, on va certainement tous aller boire un coup ensemble à la fin, mais quand même, on ne sera pas sur le podium du championnat de France 2025 et donc il y aura cette petite déception et ils ont tous les deux envie d'être, même s'il y a la déception de ne pas être en finale, d'aller la chercher cette médaille de bronze. De 7-2 là maintenant, c'est le dernier set, c'est comme la première demi-finale ce matin, il n'y a plus le choix, c'est le dernier set de ce match. 2-2. Et si vous avez des pronostics à me faire, j'ai plus beaucoup de messages là sur le chat, alors peut-être qu'il y a eu un bug tout à l'heure il y a 3 quarts d'heure et que vous êtes un peu moins présent. Mais si vous avez l'occasion de me donner votre pronostic, eh bien c'est le moment. Je vais tenter de m'y risquer moi personnellement. Et je vais mettre un tout petit billet sur Issy-les-Moulineaux, même si c'est vrai que je suis avec les Pirates d'Évreux voisins du club d'Olympiakos, que je pense qu'Olympiakos est un tout petit peu plus fort que Issy-les-Moulineaux sur l'ensemble d'une saison. Là, j'ai l'impression que Issy-les-Moulineaux aura peut-être un tout petit peu plus de réussite ou de chance que son adversaire, mais ça va vraiment se jouer à rien, ça va se jouer à pas grand chose, ça va se jouer certainement un contre un petit détail, ça va se jouer à une défense mal assurée parce que là vous avez vu il y a un peu moins de puissance en attaque et un peu moins de points gagnants que lors des 2 demi-finales, donc ça va pas forcément se jouer sur le registre offensif à tout va, ça va se jouer peut-être sur plutôt un équilibre défense-attaque. Voilà.
tout à l'heure. C'est vrai que la première demi-finale et la deuxième aussi se sont vraiment jouées sur des exploits offensifs des attaquants. Là, on est un petit peu moins dans ce registre. On est un peu plus sur un équilibre d'équipe. On repart du côté de l'Olympiakos avec la même composition. Les deux frères Basse, Maxime et Quentin, tous les deux en défense, et Thomas de Jésus Lucas à l'attaque. Et à Issy-les-Moulineaux, on a changé. On a laissé Kylian Gerold, comme je vous l'avais dit. Hein, ça, mon frère ne m'avait pas trompé. Je vous avais dit que Kylian Gerold, avec son très faible temps de jeu durant la saison, un joueur aussi historique, serait certainement présent tout du long du match. Il l'est. Et à la place, on a changé deux autres joueurs. Yann Viguet, le réceptionneur, et Jérémy Caramel, l'homme à tout faire, qui était attaquant sur ce quatrième set, sont sortis tous les deux. Et ce sont Dylan Rowe, le réceptionneur attaquant qui joue dans l'axe, et Maël Delanous, l'attaquant qui joue à gauche, qui sont tous les deux rentrés pour débuter ce set. Et là, on a un peu de déchets techniques côté Issy-les-Moulineaux. Ça fait déjà 2-0, donc mon pronostic, il est pas totalement bon. Pourquoi? Parce que peut-être j'étais resté sur l'idée que Caramel resterait sur le terrain. Alors je reste quand même sur le GIF, hein, je vais pas changer ma veste. Je vais quand même rester sur le GIF, mais là c'est vrai que j'ai l'impression que Olympiakos a envie d'aller la chercher. Et le GIF, ils ont beaucoup de changements, donc il y a peut-être besoin d'un petit temps de réadaptation. Voilà, donc là Dylan Rowe, il va tenter un retourné amorti qui est défendu. Et voilà, c'est défendu. Et Thomas de Jésus Lucas, le numéro 29 de l'Olympiakos, il tente la vrille. Elle est un petit peu courte et elle est dans le filet. Ça fait 2-1 pour Olympiakos dans ce cinquième et dernier set. Dans ce cinquième et dernier set qui va donner la médaille de bronze et donc le podium du championnat de France 2025 à une des deux équipes. Ces deux équipes, elles ont terminé 3e et 4e de la saison régulière, donc pas de surprise. Mais quand même, c'était Olympiakos qui était tout proche de la deuxième place avec 42 points. Tout comme le club des Sables Vendée avait également 42 points en deuxième position. Premier, c'était le Nantes Laetitia Tennis Ballon avec 47 points. Et ici, les Moulineaux étaient 4e avec 38 points. Donc, comme je vous ai dit, quand même avec une avance confortable sur ces deux poursuivants, l'équipe du FC7 34 et l'équipe des Pirates d'Évreux, qui avaient tous les deux 32 points. Voilà. Et si je n'ai pas donné également les noms des autres équipes de la Ligue 1 française, le 7e de la saison régulière, c'était l'équipe de l'AC Ajaccio Futnet, 24 points. 8e, l'AS Kazinka, qui a fait une remontée fantastique, puisqu'en début de saison, ils étaient plutôt dans le tout bas de tableau. Et ils ont fait un cycle retour absolument fantastique pour se maintenir paisiblement 8e avec 22 points. À la 9e place, alors là, c'était le summum du suspense. Alors je vais commencer par le 11e et dernier Ipanema, 13 points, qui a été descendu. Et après, le 9e et le 10e, eh bien tenez-vous bien, le 10e descendait, le 9e se maintenait. Émerinville et l'équipe de l'Île-de-France et Aubagne, l'équipe des Bouches-du-Rhône. Il y avait une place pour deux et tenez-vous bien, à la dernière journée, il y avait un duel. Émerinville, Aubagne, les deux équipes se sont affrontées sur cette dernière journée. L'équipe qui l'emportait avait de fortes chances de se maintenir, l'équipe qui perdait avait de fortes chances de descendre. Et à ce petit jeu, c'est l'équipe d'Émerinville qui s'est imposée et qui, avec 17 points, s'est maintenue. 17 points, moins 22 de goal average. Aubagne, 17 points, moins 27 de goal average, vous imaginez, sur la saison. Ils ont marqué le même nombre de points. Et c'est au 7 average, plus exactement, si on va être précis dans les termes, que s'est joué ce maintien en D1 FFF. Et Émerinville s'est maintenu. Aubagne descend. C'est vraiment un scénario très cruel pour l'équipe d'Aubagne. Pourquoi en plus? Parce que l'équipe d'Aubagne 2, la réserve d'Aubagne, était première en D2 FFF. Oui, oui, vous avez bien entendu. Aubagne 2, premier. Donc Aubagne 1, 10e et avant-dernier, descend. Aubagne 2, premier de D2. Que se passe-t-il avec les nouveaux règlements? Les règlements de la FFF? Eh bien, l'équipe d'Aubagne 2 descend en 3e division, en Régional 1, malgré son titre. L'équipe d'Aubagne 2 est première et descend en Régional 1, au 3e niveau, malgré le titre de champion, car on ne peut pas avoir deux équipes d'un même club au même niveau. Et comme Aubagne 1 est descendu en D2, Aubagne 2 qui était en D2 est obligé de descendre en R1. C'était vraiment un scénario extrêmement cruel pour le club des Bouches-du-Rhône, qui a dû donc voir au 7 average son équipe 1 descendre d'un rien et voir donc son équipe de championne de D2 malgré tout descendre également. Donc vraiment, on a assisté à un scénario absolument extraordinaire dans cette saison. Et extraordinaire, c'est également ce qui va se passer tout à l'heure, dans une quarantaine de minutes maintenant, pour la finale Nantes-Olonne. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, Nantes-Olonne, ce sont les deux clubs qui ont remporté les 11 derniers titres. C'est l'affiche qui a eu lieu donc 10 fois sur les 12 dernières finales. Et c'est l'affiche que nous allons encore avoir à 17 h pour déterminer si soit Olonne remporte son 7e titre, soit Nantes égale avec 6 titres
son rival des pays plutôt de l'ouest de la France. En attendant, on est sur ce 5e set très équilibré pour la médaille de bronze entre Olympiakos, le club normand, le Pays de Caux, c'est entre Le Havre et Rouen, mais c'est quand même plutôt on va dire entre Le Havre et Yvetot pour ceux qui connaissent la Normandie. Et le Gift, c'est ici les Moulineaux, c'est le département du 92, c'est le département, j'ai un trou de mémoire pourtant j'y suis né, c'est les Hauts-de-Seine, voilà, c'est les Hauts-de-Seine, le département du 92, donc l'Île-de-France contre la Normandie. Et c'est actuellement Olympiakos qui mène 7-5. Pour tenter d'aller chercher cette 3e place comme ils l'avaient eu en 2023 et comme ils avaient été 2e en 2024. Ça ferait donc 3 podiums d'affilée pour le club d'Olympiakos qui n'a certainement pas envie de terminer, on va dire, Fanny ce play-off. Et là, c'est une attaque de Maël Delanoussi qui rebondit sur le filet, qui revient dans le jeu. Un tacle défensif de l'attaquant Thomas de Jésus qui se fait contrer, mais le contre n'est pas suffisamment appuyé de Maël Delanoussi qui réussit à remettre une passe acrobatique. La tête de Gerold. Le ballon est pris avant le rebond, donc il est en train de passer. Ah, le rebond pour la passe. Attaque de Thomas de Jésus, Lucas décroisé. La défense incroyable de Dylan Rowe, la passe de Kylian Gerold. L'attaque de Maël Delanoussi. On ne voit pas ce qui se passe en dehors de l'écran, mais c'était certainement une défense de Quentin Vasse pour une passe de Maxime Vasse, son frère. Attaque un peu vrillée de l'équipe de Thomas de Jésus. Et là, c'est une attaque croisée de Maël Delanoussi qui réduit le score à 7-6. Bon, voilà, vous avez vu cette finale 3e place, elle tient toutes ses promesses. Hein. On s'était dit que peut-être les deux équipes auraient un peu moins envie. Et ils sont quand même là, ils ont envie d'aller chercher cette médaille. Le Gift pour aller chercher une 2e, 3e place d'affilée. L'Olympiakos pour aller chercher un 3e podium d'affilée, même s'ils n'ont jamais encore connu le titre. Donc voilà, ça tient ses promesses, même si on a bien compris que dans le public, eh bien, il y a beaucoup moins d'enthousiasme que tout à l'heure. Et que le public il se réserve pour aller chercher un 6e titre pour l'équipe de Nantes. L'équipe de Nantes qui va affronter pour la grande finale les Sables Vendée Football, la finale que tout le monde a attendu pendant 12 ans, la finale qu'on attend peut-être un tout petit peu moins depuis l'avènement d'Olympiakos depuis 2 ans, mais qui est encore l'affiche de cette année 2025 entre deux clubs qui ont été aux 2 premières places de la saison régulière et qui ont été chacune dans leur façon royale dans leur demi-finale. L'équipe des Sables Vendée en dominant Olympiakos dans un match de très haute volée, 3-7-2, et l'équipe de Nantes en étant vraiment largement supérieure en gagnant 3-7-0 entre ici les Moulineaux. On va avoir une affiche somptueuse en finale, même si on attend encore les informations, même si le passeur de l'équipe des Sables, William Rambaud, a terminé blessé le match. On ne sait pas encore s'il va pouvoir jouer. C'est actuellement, j'ai Kevin Descamps, le joueur un peu emblématique des Sables depuis une dizaine d'années qui est pas loin de moi et qui me laisse entendre que William Rambaud, c'est pas encore certain qu'il soit forfait. Vous voyez, amis téléspectateurs, vous pouvez peut-être vous rassurer, la finale va être encore plus belle que ce qu'on pensait, car avec William sur le terrain, eh bien, les chances des Sables vont être encore supérieures. Donc c'est pas encore sûr, peut-être que William va pouvoir jouer et que les Sables seront donc 5 joueurs sur la feuille de match et non pas 4, comme on l'a craint un moment. Et Nantes, en revanche, eux, ils ont un autre type de choix. Ils sont 7 joueurs aujourd'hui, mais au Futnet, on ne peut mettre que 6 joueurs sur la feuille. Et sur le premier match, coach Julien Mercier avait choisi de ne pas se mettre lui-même sur la feuille. Et donc il était remplacé, il n'était même pas sur la feuille. Il avait mis en revanche 3 attaquants et il avait mis, non pardon, j'ai dit des bêtises, il avait mis 2 attaquants et il avait mis 4 réceptionneurs-passeurs. Et lui, il s'était mis 7e, donc pas sur la feuille. Et il m'a confié tout à l'heure, il y a 1 heure, qu'il hésitait encore un tout petit peu sur la composition de ces 6. Il hésitait peut-être à se mettre lui aussi sur la feuille, mais ce qui est donc synonyme de devoir retirer un des joueurs de sa demi-finale. Donc ça veut dire faire un malheureux et lui se mettre dessus. Alors évidemment Julien, je pense que s'il le fait, c'est en connaissance de cause, c'est en connaissant l'état de son corps, l'état de son poignet. Julien, c'est un joueur vraiment exceptionnel qui a tout connu, tout gagné, tout vécu avec l'équipe de France, avec le club de Nantes. Il a une expérience et une gestion des moments forts et des moments chauds et des moments tendus et du Money Time. Je pense, on peut dire que c'est le maître des Money Time. Julien Mercier, il a le sang-froid d'un serpent. Il est incroyable, qu'il rate ou qu'il réussisse dans le Money Time, dans les moments chauds. Il ne panique jamais, il sait toujours quoi faire, il va toujours tenter pile poil ce qu'il faut le point d'après. S'il a échoué, il sait pourquoi et il sait ce qu'il va devoir légèrement ajuster le point d'après. Alors qu'il y a quand même, c'est vrai, dans ce genre de sport, beaucoup de joueurs, ça n'enlève rien à leur talent, qui, quand ça devient un peu chaud, un peu tendu, eh bien c'est vrai qu'on perd un tout petit peu ses moyens, on surjoue, on sous-joue. Eh bien non, Julien Mercier, lui, c'est vraiment un des rares cas qui arrive à garder le cap, qui n'est pas en surjeu, qui n'est pas en sous-jeu. Il n'est pas petit bras, il n'est pas dans l'excitation. Il arrive vraiment toujours à trouver ce fil. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure pour la composition des équipes. Je vous les donnerai, on verra si Julien Mercier s'est mis dans les 6 joueurs de son équipe.
Ça sera certainement pas pour être titulaire, ça sera pour être 5e ou 6e, ça sera pour être attaquant numéro 2, voire numéro 3. Parce que tout à l'heure, on a vu que le remplaçant Benjamin Lemire, quand il est rentré, il a fait de très très bonnes choses. Il n'est plus en équipe 2 maintenant, Benjamin Lemire, il est remplaçant, il est attaquant numéro 2. Et en revanche, de l'autre côté, on attend de voir si William Rambaud sera aligné, sera sur la feuille de match. Le passeur des Sables Vendée, on ne sait pas encore si il sera rétabli ou pas. En tout cas, s'il l'est, évidemment, il sera diminué. Ça sera vraiment quelque chose d'assez impactant pour l'équipe. Pour le moment, on attend des nouvelles. Voilà, pour le moment, je le vois, il n'est pas loin de moi. Il a mis ses chaussures. Déjà, il a ses chaussures. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on revient sur cette finale pour la 3e place Olympiaco-Gift. C'est vrai que je l'ai un petit peu délaissé là depuis tout à l'heure pour vous faire le teasing de la finale. On est à 10-8 pour Olympiaco et maintenant 11-8 pour Olympiaco dans ce 5e et dernier set. 2 sets partout. Le vainqueur du dernier set sera 3e du championnat de France 2025 et aura la médaille de bronze. Le 4e n'aura peut-être que ses yeux pour pleurer, mais bon, certainement que après quelques minutes, quelques heures de déception, il ira certainement boire un coup avec les copains des autres équipes et il pourra se dire qu'il a quand même fait une magnifique saison à ce très très haut niveau du Futnet français 2025 qui est le cas depuis au moins 3 ou 4 ans. Le niveau a vraiment augmenté, tous les joueurs sont beaucoup plus aguerris, travaillent plus, sont beaucoup plus sérieux, sont vraiment attentifs à tous les secteurs du jeu, mental, technique, tactique, physique. Il y a maintenant des coachs dans quasiment toutes les équipes et non plus des entraîneurs-joueurs qui étaient souvent le meilleur joueur de l'équipe. C'est vrai qu'à Issy-les-Moulineaux, vous avez encore Jérémy Caramel qui fait office d'entraîneur-joueur, mais aujourd'hui c'est Pascal Miligui, un ancien joueur du club, qui est le coach. Vous avez Olympiaco, un coach spécifique, Radouane Kairala. Au Sable Vendée, on n'aurait jamais cru ça, mais c'est le cas. Il y a Patrice Lallemand qui est le coach de l'équipe, qui n'est pas un joueur. Vous avez à Nantes Julien Mercier qui ne joue même plus tout le temps, qui est coach. Vous avez au Pirate d'Evreux, nous dans mon club, on a mon frère Jérôme qui est le coach de l'équipe. Il n'est pas du tout joueur de cette équipe-là. Il n'est que coach, il est joueur de l'équipe 2, mais il n'est pas dans l'équipe 1. Vous avez à 7, vous avez un coach, alors je ne connais même pas son nom, vous voyez, mais 7, ils ont un coach spécifique. Kazinka, ils ont un entraîneur-joueur, et Mérinville, ils ont un coach spécifique. Vraiment, on est rentré dans une nouvelle ère dans le fitness français. C'est beaucoup plus percutant, c'est beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus sérieux. Ça l'était déjà. Et avant, on était un peu sur le côté passionné. Et là, maintenant, on a vraiment ajouté une dimension stratégique, une dimension tactique. Il y a beaucoup plus de joueurs de très haut niveau. Et ça rend les oppositions de D1 absolument fantastiques. Ça rend chaque match de D1 quasiment impossible à pronostiquer. Voilà, allez, je vais essayer de moins m'éparpiller et revenir sur le match. 13-9 pour Olympiaco qui est tout proche de la médaille de bronze. On revient un peu sur le match. 13-9, service pour Maxime Vasse. Réception de la poitrine de l'attaquant Maël Delanous, c'est la passe de l'autre attaquant Dylan Rowe. L'attaque de Maël Delanous est complètement ratée. Là, on est un petit peu enroulé. Voilà, il baisse un peu les bras. Là, 14-9. C'est quasiment terminé. Je pense qu'à 13-9, ils avaient déjà compris que c'était fini. Pourquoi? Parce qu'Olympiaco, ils sont sérieux, ils n'ont pas tourné. Ils ont leur attaquant, il ne fait pas de fioriture, il attaque. Les défenseurs, ils sont au taquet. Et nous, ici les Moulineaux, on a fait sortir Jérémy Caramel, qui est un petit peu la pièce maîtresse. On a essayé de bouleverser un petit peu les stratégies, même si Jérémy Caramel l'a voué, il est sur le terrain, mais il n'a pas beaucoup joué. Et voilà, c'est fini. Alors attendez, il y a une décision qui risque d'être discutée, car le ballon serait peut-être faute, mais en attendant, il y avait 14-9 pour Olympiaco. Est-ce que le 15e et dernier point est validé? On est en pleine discussion avec les deux arbitres Christophe Riotto et Julien Riotto. Ce sont le papa et le fils. Ils donnent le point à Issy-les-Moulineaux. Voilà, donc finalement on est à 14-10 et non pas à 15-9. Il y avait 14-9. Le point est pour Issy-les-Moulineaux. Alors je vous avoue que j'ai pas bien compris. Je pense, hein. Donc n'hésitez pas à me contredire. Je pense que le ballon a été en dehors des limites de la zone de service dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. La zone des limites de service, c'est la ligne blanche que vous voyez. Il y a le terrain entier, c'est la zone bleue marine. Et il y a un ballon qui est envoyé au service uniquement entre le filet et la ligne blanche que vous voyez de l'autre côté. Et là, le gif, voilà, ça c'est le fair play du Futnet. Alors, c'est un petit peu étonnant quand même, mais quand un point litigieux a été donné à une équipe de façon peut-être considérée comme injuste par un des deux protagonistes, une des deux équipes, que fait l'adversaire? Il fait exprès de faire faute de service pour rendre le point qui, selon lui, a été injustement attribué à sa propre équipe. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Là, on a l'impression qu'il est à 14-9. Le point était peut-être un peu litigieux et au lieu d'avoir 15-9, les arbitres ont donné point à l'équipe du Gift qui s'est sentie un petit peu avantagée de façon arbitraire. Et donc en revenant à 14-10, le Gift s'est dit on a gagné le point de façon injuste, peut-être pas forcément méritée, donc on fait faute. Mais ce qui était très étonnant, c'est qu'on fait faute sur une balle de match en la faveur de l'adversaire, donc on perd le match. Là, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le choix de Jérémy Caramel. Alors on peut aussi comprendre
qu'à 14-9 contre un Olympiakos aussi sérieux et aussi rigoureux, l'écart était quand même très important, ou alors ils se sont peut-être dit tout simplement, bah, c'est le fair play, hein, on aurait mérité de perdre 15-9, donc c'est comme ça. Et du coup, on a perdu, donc je vais faire faute. Et comme ça, le score sera celui qu'il aurait peut-être dû être. Là, je vous avoue qu'il va falloir que j'aille peut-être discuter avec les deux équipes pour en apprendre plus. Mais bon, c'est vrai que c'est une finale pour la 3e place, hein, vous avez compris. Aujourd'hui, on est venu voir 2 demi-finales, on est venu voir une finale. Et oui, comme à chaque fois dans un play-off, dans n'importe quel sport, la finale 3-4, c'est un peu le moment où on se repose. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Moi, je suis venu avec 6 joueurs de mon club, 6 jeunes du groupe ado qui sont des U15. Demain, on a un tournoi au Sable d'Olonne avec l'équipe de Jimmy Libert, notre sélectionneur adjoint de l'équipe de France que vous avez vu tout à l'heure. On va faire un tournoi contre ces jeunes. Et je leur ai dit, peut-être que rester 8 heures de suite dans un gymnase, ça va faire beaucoup pour vous, pour des jeunes. Regardez les 2 demi-finales. Je vous interdis de partir pendant les 2 demi-finales. Partez pendant la finale 3e place, allez vous aérer, allez vous oxygéner, allez au centre commercial qui est à côté, allez faire les cons, allez faire les fous à côté avec nos accompagnateurs. Mais par contre, à 17 h, vous êtes revenus pour la finale. Donc les 2 demi-finales et la finale, c'est interdit de rater ça. Vous êtes des passionnés de Futnet depuis au moins 4 ou 5 ans, mes petits jeunes. Vous devez voir ces 3 matchs-là. Et oui, la finale 3-4, des fois, elle est un petit peu moins bataillée. Mais là, c'est vrai qu'ils se sont donnés, les deux équipes. Il y a eu 3-7-2. Personne ne voulait repartir d'ici avec 2 défaites. Et bien, ça sera le cas pour ici les Moulineaux. 4e de la saison régulière, 4e du play-off. Et donc, l'équipe qui termine sur le podium, c'est Olympiakos. 3e en 2023, 2e en 2024, 3e en 2025. Et là, on a Jérémy Caramel en interview. Jérémy Caramel, c'est le entraîneur-joueur de l'équipe d'ici les Moulineaux. Accessoirement meilleur joueur du monde au mondial en 2022 et un joueur vraiment de très très haut niveau. Allez, c'est à vous. C'est bon? Ok. Eh bien, rebonjour Jérémy. Bon, je sais que ça a été un peu épique. Forcément, le résultat est compliqué. Cette défaite en demi-finale, cette frustrante défaite aussi pour la 4e place. Premièrement, déjà, comment tu vas et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce périple en fait? Voilà. Comment je vais? Mal, très mal. La journée, elle a été pas bonne du tout pour nous. On a fait une saison où on a montré des choses. On a aussi montré des choses inconstantes qu'on a retrouvées aujourd'hui. Et après, je tiens surtout à féliciter Nantes. On a joué une super équipe. Ils ont tout défendu. Et on ne se rend pas compte de l'extérieur. Parce qu'on a l'impression que c'est facile ce qu'ils font, mais c'est une propreté exceptionnelle. Sincèrement, avant la journée, j'y croyais dur comme fer. J'avais dit aux gars, franchement, Nantes, cette année, je pense qu'il y a moyen de les prendre. Et force est de constater qu'on est très loin de ce niveau-là et tout le monde confondu. Donc voilà, il faut juste accepter, c'est dur. Hein. Le sport, c'est fait de victoires, de défaites. Je pense qu'on apprend plus dans les défaites, même si là, aujourd'hui, on aurait préféré gagner, clairement. Mais il n'y avait pas photo. Et après, la 3-4, on la joue. Mais bon, c'est toujours compliqué, le 3-4. Moi, j'ai zéro motivation pour ce match-là. Après, les gars, ils en ont plus que moi. Et c'est ma responsabilité aussi, mais en tout cas, ce qu'on voulait, c'était chercher la première place, et pas la 3e ou la 4e. Bon, déjà, c'était quand même une belle performance aussi d'être présent dans ce playoff, parce que toi, tu es on va dire un aficionado, c'était un enfant aussi du tennis ballon. Ça fait quasiment 20 ans, je pense, Jérém, que tu joues au Futnet, si je dis pas de bêtises, voire plus. Tu l'as vu évoluer, ce sport. Franchement, tu dois kiffer de voir ce qu'on est devenu, de voir comment une compétition, par exemple, est organisée. Je me souviens du playoff que tu avais organisé au Gift, qui était à peu près, on va dire, dans le même type de salle. On était avec nos propres moyens, tes propres moyens. Et donc là, voilà, j'aimerais que tu nous dises un mot par rapport à ça, parce que tu n'y es pas étranger non plus. Hein. Ton investissement, il sert aussi, ton talent sur le terrain. Donc voilà, qu'est-ce que... Oui, enfin bon... Non, mais c'est sûr que voilà, un grand merci à la FFF. Là, on vit dans des conditions incroyables, que ce soit sur une journée comme ça. On voit tout ce que la FFF apporte. Retransmettre en live la journée d'aujourd'hui, déjà rien que ça, c'est exceptionnel. Donc non, merci à la FFF. On espère que ça va continuer comme ça. C'est toujours frustrant pour nous parce que c'est un sport. Il mérite d'être vu, il mérite d'être reconnu. Donc voilà, on avance, on va dans le bon chemin. Et pareil, quand on est en équipe de France, on voit le gros changement par rapport à avant. Donc non, c'est le jour et la nuit. Et là, j'ai du mal à parler. Enfin, franchement, je suis avec toi, tu vois, j'ai pas envie, mais il faut. Et voilà,
La journée là, qui a été organisée par Nantes, le complexe est extraordinaire. En tant que joueur, c'est génial, on vient, on joue, c'est tout ce qu'on fait, on n'arbitre pas comme on pouvait le faire avant. Voilà, on est des vrais sportifs. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps, Jérém. Un petit pronostic quand même pour la finale? Nantes, sans hésiter. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Jérém, et puis à très vite sur les parquets. Allez, on revient sur le plateau après l'interview de Jérémy Caramel. Plein de sincérité, vous l'avez entendu, hein, il nous l'a dit. J'ai zéro motivation pour jouer la finale 3e place. Je pense qu'il est sincère, mais il faut comprendre que même si on a zéro motivation, on joue quand même à fond. Faut pas prendre ça au pied de la lettre. On a zéro motivation pour faire le petit surplus d'énergie. Et lui, en plus, en l'occurrence, c'est un compétiteur acharné. Et en plus, vous avez compris, il était dans un mariage à Zurich cette nuit. Et il est arrivé au dernier moment. Et c'est vrai que son équipe, elle est encore un peu inconstante. Et il l'a dit, il est tombé sur une équipe de Nantes en demi-finale absolument extraordinaire. Et lui, il voit donc Nantes vraiment favori sans équivoque sur cette demi-finale, sur cette finale, pardon. Donc on va voir si son pronostic se révèle exact. En attendant, nous on va juste donner quelques... Voilà. On a Thomas de Jésus-Lucas, l'attaquant d'Olympiaco, qui est au micro d'Arnaud Launay pour une petite interview d'après-match pour le médaillé de bronze. Eh bien Thomas, félicitations. Félicitations pour cette médaille de bronze. Qu'est-ce qui prédomine après cette victoire? Un sentiment partagé, on espérait mieux en arrivant à Nantes. On visait la première place, ça fait 3 ans qu'on est sur le podium, 3e, 2e, et puis bah là, podium encore, 3e. Mais voilà, on espérait mieux. Mais on est satisfait d'être sur le podium cette année tout de même. Hein. C'est important pour le club, pour tous ceux qui nous soutiennent, d'obtenir cette 3e place. Après voilà, on a échoué contre les Sables d'Olonne en faisant un bon début de match. Ça devient compliqué et puis on perd en 5-7. Et on commence mal notre match pour la 3-4e place. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on arrive à reconstruire, à se remobiliser. Mentalement, c'était pas facile non plus. Et voilà, on finit de la bonne des manières. On finit en 5-7 et puis on prend cette 3e place. Hein. Honnêtement, bon, le match pour la 3e, 4e, effectivement, comme disait Jérémy juste avant, c'était un match de classement, voilà, mais vraiment vous avez livré une énorme bataille contre Olonne. Je disais tout à l'heure à Adrien, il y avait 2 blocs interchangeables, c'est-à-dire 2 équipes qui ont affronté, on va dire, l'équipe d'Olonne. Il y avait quasiment pas de différence. Voilà, forcément la variété d'attaque entre la tienne et celle d'Adrien, mais franchement c'était vraiment très agréable à regarder. Et toi, tu dois prendre ton pied dans tout ça. Tu dois prendre ton pied dans tout ça. C'est vrai qu'on est là avec des infrastructures comme ça, on joue des beaux matchs, on kiffe tous jouer au footnet, on prend le meilleur des plaisirs à être là contre les meilleures équipes du championnat de France, on essaye de se livrer la meilleure des batailles. Et quand on voit nos 2 matchs d'aujourd'hui en 5-7, c'est que c'était comment je pourrais dire, équilibré. On a eu des belles batailles, des belles phases de jeu chacun de notre côté. Et en 5-7, faut accrocher la victoire jusqu'au bout. Et là, on l'a fait pour la 3e place. Mais c'est vrai que c'est un régal de jouer contre ici les Moulineaux, Olonne, Nantes, même si on n'a pas joué contre aujourd'hui. C'est un régal de pratiquer le footnet à ce niveau-là. Hein. Ouais. On prend notre pied, comme Jérémy a dit. Ouais. Et toi, du coup, avant de pouvoir te libérer, moi j'ai regardé ta progression un peu de l'extérieur. Ça fait combien de temps maintenant que tu joues au footnet? Ça fait une 15aine d'années maintenant que je joue au footnet, donc ouais, ça commence à faire un bout de temps, mais je suis encore jeune, j'ai 30 ans, j'espère que je pourrai faire comme certains grands joueurs, sans le citer Julien Mercier, finir ma carrière beaucoup plus vieux et puis continuer à pratiquer de nombreuses années encore, quoi. Après, j'ai une petite question quand même qui me taraude. Aujourd'hui, on t'a pas vu beaucoup faire de ciseaux retournés, ou si ce n'est quasiment pas. Alors, je sais que l'année dernière, souviens-toi, t'en as fait quelques-uns, il y a 2 ans, peut-être un peu plus aussi. Alors, pourquoi en fait, si c'est pas indiscret? Non, bah c'est mon jeu qui veut ça. Je concentre beaucoup d'énergie sur mon contre, à essayer d'apporter le maximum sur le contre, ensuite à avoir des attaques fortes placées. Et c'est vrai que du coup j'utilise moins le ciseau pour chercher des zones.
Et au fur et à mesure que j'ai développé mon jeu, je l'ai effacé de plus en plus de ma panoplie. Mais c'est vrai que ça m'arrive à certains moments, quand j'ai un beau ballon, de me dire je vais varier mon jeu, ils vont pas s'attendre. En fait, il fait partie de ma panoplie, mais faut que je l'utilise au bon moment, quoi. Je force pas à utiliser mon ciseau, à m'épuiser, à faire des ciseaux quand je sais que je peux, avec un beau claquet, trouver une belle zone et faire le point. Merci beaucoup Thomas, en tout cas. Merci pour tes mots. Et puis bravo pour cette 3e place. Et puis à très bientôt. Allez, on est de retour en plateau après l'interview de Thomas Jésus de Lucas, qui nous a expliqué, effectivement, j'avais pas fait attention, il a joué 17 aujourd'hui, donc c'était vraiment une très longue prestation pour Olympiakos. Et il nous a également parlé de sa façon de jouer, de sa façon d'effacer le retourné de sa panoplie. Et c'est vrai qu'en France, nous, je suis rejoint par Jimmy Libert, que vous avez déjà vu tout à l'heure, donc le sélectionneur adjoint de l'équipe de France, également légende en tant que joueur dans les années 2000. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jimmy? Parce qu'on a tendance à dire, à l'international notamment, que nous, en France, on est les spécialistes du retourné. Et vous, les sélectionneurs, Guillaume Ortiz et toi, vous aimez bien dire que pour être attaquant en équipe de France, il faut faire des retournés. Quand tu entends ça, comment tu te positionnes, toi? Alors c'est vrai que nous, effectivement, en équipe de France, on aime avoir des joueurs qui sont capables de faire des retournées acrobatiques. Alors pourquoi? On va l'expliquer, parce qu'on a un petit déficit de taille en France par rapport aux attaquants internationaux, qui parfois mesurent jusqu'à 2 mètres, donc ont une allonge de compte qui est assez importante. Et nous, on essaie justement d'avoir des joueurs capables de faire des points, d'amener beaucoup plus de percussions en étant un peu plus petits. Alors je dis un peu plus petit, on a Adrien Plual qui quand même culmine à 1m90, Romain Isoire également, Thomas qui vient de parler, donc on a quand même des joueurs qui ne sont pas de petite taille, mais au niveau international sont quand même plus petits que certains internationaux étrangers. Donc on aime avoir cette percussion avec des joueurs qui font des retournées acrobatiques. Alors c'est à la fois spectaculaire, mais on a des joueurs en France qui maîtrisent parfaitement ce geste, ont vraiment développé toute une palette autour du retourné acrobatique et pas seulement axé sur la puissance, mais capacité à venir trouver des zones avec beaucoup de précision, voire même des retournées acrobatiques. Alors le grand public va dire « Oh, il a raté son retourné acrobatique », ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un retourné qui n'est pas touché avec le coup de pied, mais qui est retouché avec la semelle pour venir amortir le ballon, faire semblant de taper fort dans le ballon pour l'amortir. J'ai expliqué ça à plusieurs reprises, mais juste pour terminer sur le retourné. Il y a évidemment cette notion de petite taille que tu as dit et qui est effectivement exact, parce que dans les pays de l'Est, en Europe de l'Est, le tennis ballon, le futnet ou le noège ball comme ça s'appelle est plus développé. Donc les athlètes de beau niveau vont venir plus facilement, donc des personnes de grande taille. Donc on a bien compris que nous en France on est un peu plus petits, mais ce qu'il y a également cette envie d'avoir la French touch d'avoir envie d'être ce côté un petit peu pas chaud pour faire du show, parce qu'on est avant tout efficace, mais est-ce qu'on aime bien quand même dans le staff de l'équipe de France se dire quand on va sur un championnat du monde, ah ouais les Français ils font des retournées, c'est comme ça qu'on est un petit peu caractérisé. Alors oui et non, parce que c'est vrai que on aime ce côté spectaculaire dans notre sport, c'est quelque chose qu'on adore, on est là vraiment pour ça, pour se régaler avec des gestes techniques qui sont vraiment exceptionnels. Mais après nous en équipe de France, ce qu'on recherche clairement, c'est l'efficacité, et l'efficacité pour gagner des matchs et si possible gagner des titres. Donc on mettra de côté le côté spectaculaire en compétition internationale, mais c'est vrai que quand on est spectateur comme aujourd'hui, on se régale et c'est magnifique de voir tous ces gestes qui sont réalisés derrière nous, quoi. Et le retourné acrobatique est clairement le plus spectaculaire de tous ces gestes. On va passer sur la finale, Jimmy, si tu es OK. On va commencer par déjà un petit pronostic et puis après on va essayer de se faire un petit brief ou un petit teasing des forces en présence de Nantes et Olonne. Alors j'ai eu quelques petits échanges avec Kevin Descamps tout à l'heure. Donc Kevin Descamps, c'est un des joueurs d'Olonne qui me sous-entendait que peut-être William Rambaud n'est pas forfait. Alors ça, on va voir. C'est les bruits, effectivement. C'est un joueur qui s'est blessé ce matin, malheureusement, en demi-finale. Joueur majeur du côté des Sables d'Olonne, puisqu'il est champion de France, pardon. On va faire 2 scénarios, Jimmy. Alors. Multiple champion de France. Tu vas me dire un pronostic avec William et un pronostic sans William. Oui, si tu veux. Il est multiple champion de France, William, et il est surtout champion du monde en titre, en 2022, avec l'équipe de France, le seul titre obtenu par l'équipe de France. Donc effectivement, c'est un joueur majeur du côté des Sables, clairement. Son absence sera préjudiciable, c'est certain. Il sera remplacé par Kevin Castelao, voilà, joueur très expérimenté. Mais voilà, ton équipier pendant de longues années. Également, il y a quelques années du côté de Villiers-sur-Marne. Mais effectivement, son absence sera préjudiciable si jamais il ne jouait pas la finale. Je sais qu'il va essayer de s'échauffer correctement,
et puis on verra si ça va tenir. C'est une petite lésion du côté sur l'ischio-jambier, jambe droite, il me semble. Droite. À droite, ouais. Jambe donc d'attaque. Donc voilà. À suivre. Petite question pour toi aussi, Jimmy. On l'a un peu répété, mais on va essayer de la faire encore plus naturelle en live. Toi, aujourd'hui, tu es là. Tu es un ancien joueur de légende du Futnet français. Tu es tu es sélectionneur adjoint de l'équipe de France. Tu fais partie de l'entourage du Club des Sables. Comment tu vis ça? Avec quelle casquette tu vis ce play-off et notamment cette finale qui s'annonce? Alors je vais te dire très sincèrement, avant une finale comme celle-là, je retire la casquette du sélectionneur. J'ai observé les joueurs pendant toute la journée. Celle-là, je la pose sur la table. Celle où effectivement j'entraîne la section jeune du côté des Sables d'Olonne. Donc je serais peut-être un peu plus, j'habite au Sables d'Olonne, donc je serais peut-être tenté d'être un peu plus côté des Sables. Pareil, je vais la mettre de côté. Là, clairement, c'est l'amoureux de notre sport qui va prendre un maximum de plaisir. La casquette que je vais endosser, c'est celle vraiment du passionné de Futnet. J'ai qu'une envie avant une finale, c'est me régaler. C'est voir des gestes, on vient d'en parler, des gestes acrobatiques fabuleux, voir tout ce qu'on aime dans le Futnet. J'ai envie de voir des attaques, j'ai envie de voir des passes, j'ai envie de voir des défenses, j'ai envie de voir et je sais que on va les vivre, on va avoir de l'émotion, on va avoir des joueurs qui vont rentrer avec une salle qui sera certainement remplie derrière nous. Voilà, les supporters sablais sont venus, les supporters nantais seront nombreux ici cet après-midi pour soutenir leur équipe. Je sais que les joueurs vont vivre des émotions incroyables cet après-midi. Il y a au bout un titre de champion de France à aller chercher, à partager avec sa famille, à partager avec son public. Et là, j'ai qu'une envie, et toi à mon avis c'est pareil, là j'ai envie d'être sur le terrain, tout simplement. On a tellement envie de jouer quand on voit ça. Et deux dernières petites choses, Jimmy. Un petit pronostic déjà pour commencer? Non, pas de pronostic. Pas de pronostic. J'avais envie de te poser une dernière question. Ni le pronostic du cœur, ni le pronostic. Voilà, j'espère vraiment assister à une belle finale. Si William Rambaud ne joue pas, c'est certain que les Sables seront amoindris, mais ça reste une finale. Et une finale, oui, ça se gagne, mais surtout, c'est du 50-50. Dernière petite chose, voilà. J'ai passé pas mal de temps depuis ce matin à dire que le niveau avait beaucoup augmenté. Toi qui as vécu les années 2000, qui as vécu le très haut niveau des années 2000, est-ce que tu es d'accord avec ce constat qu'aujourd'hui, le niveau global du Futnet français a augmenté? Et si oui, en quoi? Ouais, c'est certain que là, il y a un vivier qui est de plus en plus important en France, avec de plus en plus de licenciés. L'image du petit bonhomme qui est en train de passer derrière moi. Il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui arrivent et forcément le niveau ne fait que progresser en France et c'est certain le sera encore plus dans les années à venir. Ok, merci beaucoup Jimmy, merci pour ton expertise plaisir et bonne finale à tous. Je vous rappelle que Jimmy est médaillé d'argent au mondial 2008 en 1 contre 1 et médaillé de bronze au mondial 2011 en 1 contre 1 également, qu'il a été 3 fois champion de France de simple et qu'il est considéré par quasiment tout le monde non seulement comme une des 4 ou 5 légendes du Futnet depuis 25 ans et peut-être aussi comme le joueur le plus élégant. C'est gentil, merci à toi et puis surtout une excellente finale à tous ceux qui nous suivent sur le site de la 3F. Voilà, excellente finale à tous. Merci beaucoup, à tout à l'heure.